Bonjour à tous, très heureux que vous soyez là pour ce Hacking Health Café. Donc vous savez, c'est une association qui vise à briser les barrières de l'innovation en santé. En fait, notre travail, c'est d'arriver à faire se rencontrer des gens qui ne se voient jamais, principalement des professionnels de santé, des patients, avec des développeurs, des designers, des entrepreneurs, pour inventer ensemble des innovations, le futur de la santé. Alors pour ça, on fait des événements de rencontre, comme celui qu'il y a aujourd'hui, c'est-à-dire des conférences, des workshops, des ateliers d'innovation où on essaye de voir où sont les problèmes et d'imaginer des solutions ensemble. Et puis le fameux hackathon, on en reparlera tout à l'heure, qui est le grand hackathon qu'on fait à Strasbourg, Hacking Health Camp, où on va carrément jusqu'à prototyper des choses. Donc c'est une association qui a démarré au Canada en 2012, qui aujourd'hui a pris une ampleur internationale puisqu'on est dans 5 continents, il y a 37 chapitres dans le monde, il y a le Mexique qui a ouvert récemment. Voilà, c'est des initiatives bénévoles de gens qui ont envie de faire avancer la santé. Alors au-delà de ça, on a monté une société qui s'appelle Health Factory, qui est rattachée à un groupe plus grand qui est The Next Model, qui est l'idée de créer, d'aider les grandes entreprises à passer la barrière du numérique à leur transformation digitale, donc les accompagner avec 3 grands axes qui sont la santé avec Health Factory, l'industrie et puis l'aéronautique. Voilà. Donc c'est dans ce cadre-là qu'on a été à cet événement dont on parlera aujourd'hui, qui est Exponential Medicine. Exponential Medicine, c'est un événement qui a lieu tous les ans et qui est organisé par la Singularity University. Alors la Singularity University, ça a été fondé par 2 personnes qui sont Ray Kurzweil et Peter Diamandis. Donc pour que vous voyez à peu près les personnes, Ray Kurzweil, c'est le VP Engineering de Google. Et Peter Diamandis, c'est le cofondateur de SpaceX avec Elon Musk. Donc 2 pontes de la Silicon Valley, start-upers à succès, qui ont monté en fait cette école, on va l'appeler comme une école, qui fait aussi accélérateur de start-up et aussi think tank, puisqu'ils accompagnent et ils font venir plein d'innovateurs dans ce lieu-là pour qu'il y ait aussi des échanges. C'est un peu cet état d'esprit qu'il y a. Et alors, ils organisent, ils travaillent sur une approche qui s'appelle l'exponentialité, c'est-à-dire que tout est exponentiel dans leur domaine d'activité. Et ils ont théorisé ça sous forme d'un framework qui s'appelle le 6D. L'idée, c'est quoi? C'est que toutes les innovations qu'on a vues apparaître jusqu'à maintenant dans le monde du numérique suivent cette courbe exponentielle. Et eux, ils focusent que sur ces aspects-là. Tout ce qui ne va pas répondre à ce domaine-là ne va pas les intéresser. Alors, on prend l'exemple de Kodak. Ça commence par la digitalisation de la photo numérique, d'accord ? Et puis, tout de suite, après la numérisation d'un produit, il y a une phase de déception. C'est-à-dire qu'au début, quand Kodak... Il faut savoir que c'est Kodak qui a commencé à faire de la photo numérique. Hein. Mais au début, ils avaient fait des trucs, c'est 0,01 mégapixels, puis le mois d'après, ils sortaient le 0,02 mégapixels. Puis les gens, ils étaient là, ils rigolaient, ils disaient, bon, ça ne marchera jamais. Moi, je vais aller faire mes petits films à la maison et je vais passer au supermarché faire mes photos, quoi. Donc, ils n'avaient pas encore vu le changement. Et puis, à un moment donné, il y a des gens qui ont créé ça, c'était le premier appareil, Sasan, je crois que ça s'appelle. C'était le premier appareil photo numérique réellement qui faisait que ça. Et donc voilà, les gens rigolent, se disent que ça ne va pas. Et puis petit à petit, ça commence à émerger. Et puis, on va avoir quelque chose auquel Kodak ne s'est pas préparé, c'est le modèle économique sur lequel ils étaient basés. Ils étaient basés sur un modèle économique où, en fait, ils vendaient des films, quoi, des films comme cela, quoi. Et quand le numérique est arrivé, on vendait plus de films, quoi. Et donc leur modèle économique s'est écroulé pendant que les autres ont pris le marché. Et là, ensuite, les appareils photo sont arrivés maintenant dans les téléphones. Donc c'est la dématérialisation de l'appareil photo. Aujourd'hui, on n'achète plus d'appareil photo. On achète un téléphone et parfois on achète le téléphone avec des caractéristiques photo qui nous intéressent. Et on va jusqu'à la démocratisation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde a un appareil photo sans en avoir voulu un, parce qu'ils ont un téléphone. Et c'est cette courbe-là qui est la courbe de l'exponentialité, comme il l'appelle, et c'est celle sur laquelle il focus. Alors on reviendra sur ce schéma tout à l'heure pour voir comment la santé aujourd'hui, et toutes les technologies qui sont dans la santé, à quel niveau elles sont sur cette courbe. Ce que disent le School of Business, c'est que dans à peu près
une dizaine d'années, 40% des Fortune 500 vont avoir disparu aux États-Unis. Alors c'est quelque chose qui est vrai aux US, qui est peut-être un peu moins vrai en Europe, parce qu'on est plus conservateur et on a des grandes entreprises qui ont assez pignon sur rue et qui ont beaucoup plus la capacité de freiner finalement la rupture. Aux États-Unis, ce n'est pas du tout le cas. On est capable d'investir dans des jeunes entreprises et de faire tomber une grande entreprise si la jeune est capable d'aller plus vite. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, le monde est globalisé et que cette règle-là, elle va quand même s'appliquer partout dans le monde. Alors on était à ce fameux événement, ils font 3 grands événements, Exponential Médecine, Exponential Finance et Exponential Manufacturing, sur différents sujets, puisque la Singularity University s'intéresse à plein de sujets, et aussi la médecine, avec cette grande conférence où on était 550, qui avait lieu dans un super lieu qui s'appelle l'Hôtel Coronado à San Diego. Il faut savoir que c'est là qu'on a filmé avec Marilyn Monroe, Certains Lame Show. Voilà, donc c'est un vieil hôtel, immense, à l'américaine et tout. Super endroit, et qui fait aussi un lieu de conférence. Les conférences se passaient là, etc. On était 550, très peu de Français. Je pense qu'on était 5 Français. Il y avait quand même des Européens, mais beaucoup d'Américains. Allez, on est là, vous voyez, avec mon associé Franck. Et alors on a parlé de plein de choses. J'aurai pas le temps de vous parler de tout ce dont on a parlé. J'ai retenu quelques sujets. On a parlé donc tout ce qui est technologie exponentielle, on y reviendra après. Tout ce qui est génomique et tout ce qui tourne autour de la génomique et comment aujourd'hui on va le mettre en action pour que ça serve aux gens. Le futur de la régulation, ça j'en parlerai pas ou très peu. Le mobile, la santé connectée, etc. Le futur du cancer, le futur de l'intervention chirurgicale. Comment on voit aujourd'hui la relation patient-médecin. Comment tout commence à se retourner, se centrer autour du patient, tout ce qui est neurologie, le cerveau, pas la télémédecine, mais vraiment faire de la médecine à distance, voire dans l'espace. J'en parlerai que très peu. Le futur de l'éducation médicale, un peu de sécurité, un peu de privacy, on n'a pas parlé beaucoup de privacy, il y en avait quand même, mais c'est vrai que c'est pas leur sujet central, eux. Et puis de l'entrepreneuriat, c'est un sujet extrêmement important aussi pour eux. Il faut arriver à créer des entrepreneurs. Alors je commence par le début, c'est-à-dire on a commencé par les généralités, mais qui sont fondamentales. La réduction du coût de stockage depuis 1956, qui est fondamentale. Donc ça veut dire que aujourd'hui la data est un enjeu majeur dans l'innovation en santé et que ça ne coûte plus rien de stocker de la donnée. L'augmentation de la puissance des processus. Donc ça, vous l'avez vu, c'est la loi de Moore. Hein, et effectivement, quand on regarde cette courbe qui montre la différence entre l'iPhone quand il est sorti et l'iPhone 6, c'est 84 fois plus puissant. Alors ça va s'arrêter, la loi de Moore arrive à sa fin, mais il y a des nouvelles technologies et des nouvelles manières de faire qui font, parce qu'on est descendu au nano, donc on ne peut pas descendre plus bas là, on va quand même arriver à trouver d'autres approches qui vont continuer quand même à faire augmenter la puissance. Donc on a aujourd'hui dans un téléphone une puissance phénoménale qu'on n'avait jamais réussi à avoir avant. Donc ça aussi ça joue. L'augmentation de l'accès à Internet en termes de... donc ça c'est l'accès physique en filaire, l'accès 3G, l'accès 2G, avec le nombre d'utilisateurs Internet, et puis la population mondiale qui augmente. On va passer quasiment au-dessus de 7 milliards en 2020, et il y aura 3 milliards de plus d'utilisateurs Internet a priori selon les estimations. Donc c'est énorme, 3 milliards de personnes de plus qui seront connectées sur Internet, et qui seront aussi malades. Et puis l'augmentation, alors ça spécifique à la santé, l'augmentation des objets connectés, vous en avez vu plein sortir en santé, que ce soit du wellness ou même de pure santé. Et donc la digitalisation des données, de nos données de santé, qui commence de plus en plus à se numériser partout. Donc ça c'est la base, c'est le fondamental. On sait que là, quand on a cet ensemble de facteurs, il va commencer à se passer des choses, et vous l'avez déjà remarqué. Alors le mot d'ordre sur lequel, je pense, on a parlé de ça, mais à quasiment toutes les présentations, c'est l'intelligence artificielle et le machine learning. Ça, c'est un sujet aux États-Unis qui est prédominant, ils en parlent tout le temps, et ça va réellement transformer la santé. Ce qu'il faut voir, c'est que sur l'année 2015, donc ça c'est les investissements qu'il y a eu, donc sur l'année 2015, il y a 397 projets startups qui ont été financées et 60 qui sont en santé, quoi, et sur l'intelligence artificielle particulièrement. Et sur l'intelligence en santé particulièrement, c'est principalement les analyses de risque,
le diagnostic, bien sûr, l'imaging, donc vous savez, il y a Watson qui vérifie les images à la place du radiologue, et les wearables, donc le wellness. Ce que disait Neil Jacobsen qui présentait ça, c'est que voilà, en gros 45% des jobs aux États-Unis qui sont liés à une routine vont disparaître. En gros, tout ce qu'on va pouvoir automatiser soit avec la robotique, soit et donc avec l'intelligence artificielle, vont disparaître aux États-Unis. Alors ils vont être transformés, ça va créer de nouveaux emplois, c'est un autre sujet, hein, est-ce que le numérique détruit ou crée des emplois, mais ça c'est une réalité, quoi. Et plein de startups en intelligence artificielle sont émergées. Donc ça, c'est une carte que vous retrouvez sur l'adresse que vous avez là-bas. Vous voyez toutes les startups mondiales sur l'intelligence artificielle. Donc ça commence à foisonner dans tous les sens. Ça, c'est la carte que j'ai retrouvée un peu cocorico pour dire qu'il y en a aussi en Europe. Hein, donc les Américains, ils sont vachement qu'est-ce qui se passe chez nous. Après, dehors, ils ne savent pas trop. Donc il y en a quand même en Europe. Et ça, c'est celles qui sont dédiées à la santé. Plus de 90 cette année qui sont dédiés à l'intelligence artificielle en santé. Alors ce qu'il faut voir, c'est qu'on va changer de paradigme, c'est-à-dire qu'on passe du monde de l'evidence-based medicine, qui est en fait le fonctionnement aujourd'hui de la médecine. Hein. Vous allez vous référer à ce qu'il y a dans PubMed, toute la connaissance et le savoir, et comment les autres médecins précédents ont soigner les gens et qu'est-ce que ça a eu comme résultat, et vous appuyez là-dessus pour l'appliquer vous-même. Alors ça va complètement changer, puisque maintenant, ce sera des algorithmes d'intelligence artificielle qui vont le faire à votre place, et qui vont le faire de manière plus intelligente, puisqu'ils vont apprendre au fur et à mesure des nouveaux cas qui vont arriver. Et donc ça, c'est totalement révolutionnaire, et ça va quasiment tout changer. Alors tout est all is about making visible what is invisible, c'est ce que disait Anthony Cheng. Donc ça, c'est vraiment le sujet fondamental qu'il y a derrière l'intelligence artificielle, c'est que, si vous voulez, ce qui va transformer, c'est qu'on pense que l'intuition du médecin est la bonne, et finalement, ce n'est pas le cas, quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a tellement d'informations nécessaires à connaître que personne n'est capable de prendre la bonne décision. Il n'y a qu'une machine qui est capable de prendre la bonne décision. Et donc c'est ça qu'il disait. Alors ça ne veut pas dire que le médecin va disparaître, on en reparlera après du rôle du médecin, ce n'est pas du tout le sujet, mais ça veut dire qu'on va réellement arriver à optimiser les processus de diagnostic et d'interprétation. La robotique va jouer un enjeu majeur. Alors en chirurgie, on en reparlera après, mais ce que je voulais vous montrer là, c'est comment elle transforme déjà d'autres domaines d'application dans d'autres secteurs d'activité. Alors j'ai une petite vidéo pour vous parler de ce robot qui s'appelle Sawyer. L'idée c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui la robotique est plus collaborative. C'est-à-dire qu'elle va pas venir, on ne va pas mettre un robot qui va remplacer quelqu'un, on va mettre un robot qui va optimiser le travail des ouvriers. Et ça, c'est quelque chose qui marche de plus en plus comme pratique de robot. Office furniture, primarily steel products. We process about 14 tons of steel a day, about 1 million square feet under roof. So we go from a blank sheet of steel to formed, welded, painted product in about 3 days. So we're being driven to find more ways to implement automation and advanced technologies to take us to the next level. Our demographics here at Steelcase, we have an older, mature workforce. So what we've done is really put robotics and new technology right in their hands and let them be able to see it, touch it, feel it, and then they have a better understanding of how we're trying to utilize a Baxter or a Sawyer within the work. Vous voyez, il remplace une personne. Ce qu'il dit, c'est... Ce qu'il dit, voilà, ce qu'il vient de dire, c'est que ce qui est important dans ce robot, c'est la différence par rapport à avant, c'est qu'il est très facilement programmable en fait. Il suffit que quelqu'un fasse le geste, mette le robot voit le geste et il reproduit le geste. Vous voyez ? Donc du coup, on le positionne un peu où on veut, il refait, vous voyez, le geste que l'homme a fait. Donc c'est une approche qui est différente des robots, comme vous pouvez voir dans les usines Tesla, où tout est robotisé, il n'y a plus un mec, quoi. Là, on est vraiment sur l'accompagnement et le robot collaboratif, quoi. C'est ça l'idée.
And what we want to do is be able to utilize this Bon, piece voilà, of vous pourrez revoir les vidéos. Après, il y a une autre approche qui est importante et on en reparlera beaucoup. La voiture autonome est un enjeu majeur, quoi. C'est-à-dire qu'il faut se rendre compte, donc il y a intelligence artificielle, données, etc. La voiture, c'est un sujet là-bas où ils n'arrêtent pas d'en parler et c'est vraiment, ils sont focus là-dessus. Alors là, on a un modèle, et je pense que ça, et c'est ce qu'il disait, ça va avoir un impact fort sur la santé, en termes de distribution, médicaments, mais aussi d'autonomie des gens, etc. On a un projet ici de Mercedes-Benz, qui est un projet futuriste, qui n'est pas un projet qui existe, même s'ils l'ont prototypé et ils commencent à travailler dessus, qui est un projet de livraison, qui va contourner en fait, les problématiques de distribution par drone. Vous savez, tout le monde dit ouais, on va distribuer par drone. Le problème, c'est que vous n'avez pas le droit de faire tourner des drones partout dans le monde. Alors, ce qu'ils se sont dit, c'est qu'ils vont emmener un van qui va s'approcher d'une zone, et de cette zone-là, ils vont aller distribuer avec les drones. Et le fait est qu'aussi, les drones ne peuvent pas transporter des gros paquets. Hein. Les drones vont être capables de transporter des petits paquets. Donc là, l'idée, c'est qu'en fait, le camion est capable de préparer les gros paquets pour le livreur. Il va arriver chez la personne et les petits paquets, eux, ils sont distribués par les drones. Il y a 2 drones sur le camion. Alors ils l'ont fait, en fait, ça c'est futuriste, mais en fait ils l'ont fait en réel, un peu bricolé, mais ça marche. Et donc il livre son gros paquet et en même temps le drone, lui, il va livrer chez le voisin le petit paquet, quoi. Donc là, on peut aussi revoir comment on repense la distribution des médicaments. Vous savez qu'il y a toute une logistique sur la distribution des médicaments en pharmacie, etc., qui peut être réellement optimisée avec ce type d'approche. Et puis une autre approche qui est aussi avec un drone, mais un drone véhiculé, qui fait attention aux gens. S'il arrive devant vous, il s'arrête ou il vous contourne, etc., et qui est capable de livrer des colis un peu partout, quoi. Et donc là, c'est un peu plus vrai, là c'est un vrai van, hein, c'est pas le truc futuriste qu'on a vu tout à l'heure. Et ça, voilà, il y a des expérimentations en cours de Mercedes sur ce truc-là avec une start-up. Donc ça, c'est une partie pour la robotisation. On reviendra sur la robotisation tout à l'heure, notamment en chirurgie, quoi. La biotech et le biohack, moi c'est là où j'ai pris les plus grosses claques, en gros. Ce qui est important dans la biotech et le biohack, ça on l'a eu tous les jours, 3 fois par jour, quoi. La réduction du coût du séquençage du génome. Ça a dépassé la loi de Moore. Le mec dit, en gros, en 2018, ça vaudra le prix d'une pizza, et en 2020, ça ne vaudra plus rien, ce sera gratuit, il y aura des modèles économiques que vous ferez gratuitement. Pour eux, c'est quasi sûr, ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec le génome? C'est sympa de lire le génome, mais pour l'instant, ça ne vous donne qu'une information assez basique. Bon, j'ai ça, maintenant je sais que je vais avoir un cancer, super, bon, qu'est-ce qui va m'arriver? Il y a par contre, maintenant, ils sont en train de travailler sur ce qu'ils appellent l'édition du génome. Comment je vais pouvoir modifier le génome. Vous aviez entendu parler des OGM, mais ça ne s'applique pas à l'homme. Aujourd'hui, ils le font à l'homme. CRISPR-Cas9, donc, c'est un jargon de biotechno, hein. Mais ce qui est important à savoir, c'est qu'avec ça, c'est comme si vous aviez un traitement texte et que vous modifiez les mots dans le traitement texte. Et ben, aujourd'hui, les biologistes sont capables de faire ça. C'est-à-dire qu'ils sont capables de modifier votre ADN, de remplacer, de mettre un autre truc à la place, quoi. Waouh! Ça fait un peu peur, mais c'est une recherche qui a été faite en 2014 par une Française, Emmanuelle Charpentier, que j'aimerais bien inviter au Hacking F Camp, et une chercheuse de Berkeley, qui sont arrivées en fait à identifier que donc, dans la bactérie, si vous voulez, elle résiste au virus. Donc dans le virus et dans les bactéries, il y a de l'ADN. Et en fait, la bactérie, elle a été capable de résister au virus en identifiant des séquences d'ADN qui sont des palindromes. Un palindrome, hein, vous savez, c'est Bob, c'est un palindrome. C'est un mot que je peux lire dans les deux sens. Et donc, dans tout ADN, il y a des palindromes. Il y a des séquences qui se répètent dans les deux sens. Et entre ces séquences-là, il y a une identification qui permet d'identifier un virus pour la bactérie. Et ce qu'on appelle l'agent Cas9, c'est un agent capable de découper de l'ADN. Et donc il prend quand il voit le virus rentrer dans son organisme, la bactérie voit le virus rentrer dans son organisme, elle envoie cet agent qui va du coup le détecter, couper le morceau et détruire le virus. Donc ce mécanisme-là,
C'est un peu compliqué, je vous le résume, hein, mais c'est plus compliqué que ça. Ce mécanisme-là, en fait, ils l'ont retesté sur les animaux et sur les hommes, et ils ont été capables, donc, du coup, d'aller chercher des gènes particuliers, de modifier des morceaux, et même, avec la même technique, de remplacer par un autre morceau de gène. C'est fondamental parce que ça permet, quelque part, quand vous avez lu le génome et que vous savez qu'il y a une partie pour le cancer du sein, machin, bah vous pouvez aller dire, hop, celui-là, je vais le remplacer et je vais l'enlever, et je vais le remplacer par autre chose. Ils l'ont fait sur des singes qui étaient atteints d'une maladie rare. Ça a marché, ils sont nés, ils l'ont fait sur l'embryon, les singes sont nés, et sont nés sans le problème. Alors ça n'a pas été publié dans Nature parce qu'il y a des problèmes éthiques derrière tout ça, mais aujourd'hui, c'est faisable. Bon, Emmanuel Charpentier est parti à Berlin. En France, c'est compliqué. Aux États-Unis, c'est un petit peu plus souple, mais ce n'est pas pour ça autant que c'est aussi facile. Voilà, on peut éditer l'ADN. C'est ça qui est important dans le sujet, quoi. Et des Chinois, oui, voilà ce que je voulais dire. Des Chinois vont lancer une expérimentation sur le cancer du poumon à partir de 2017. Donc on aura des résultats, je pense, d'ici 1 an ou 2 ans. On a parlé aussi de biohacking. Le biohacking, c'est la capacité un peu de ce qu'on fait nous chez Hacking Health avec du logiciel, mais de le faire dans le monde du bio. Et toutes ces technologies qu'on voit apparaître maintenant sont accessibles aussi sur Internet. Hein, vous pouvez le faire, mais vous n'avez pas le lieu avec les machines pour le faire. Alors ça a été la première fois que, pendant la conférence, on a parlé de la France, on va dire, puisqu'on a parlé de la Paillasse, qui est un partenaire de Hacking Health, qui est le lieu de biohacking à Paris. Hein. Donc en fait, c'est des biologistes qui se sont réunis dans un garage. C'était les nouveaux garages de la biotech, et qui sont en fait allés chercher chez les grands labos. Il faut savoir que les grands labos, toutes leurs machines, ils les foutent à la poubelle, même quand elles marchent, parce qu'ils achètent la nouvelle. Et eux, ils sont allés au moment de la sortie, entre la poubelle, entre la groupe et la poubelle, ils ont rattrapé la machine, ils l'ont amenée dans leur labo, et ils ont créé la Paillasse comme ça, quoi. Et aujourd'hui, ils ont un grand lieu à Paris où justement tout le monde peut venir inventer la nouvelle molécule, etc. Donc et ces lieux, pour le présentateur qui parlait de ça, c'est vrai que c'est des lieux qui vont créer l'innovation de demain en biotech, parce qu'on va avoir plein de gens qui vont venir inventer des choses nouvelles en biotechnologie. Alors on a parlé nanotechnologie et nanomédecine. Donc là, c'était un sujet un peu compliqué. Moi, j'ai retenu deux grands speakers par rapport à ça. Andrew Hessel, j'aimerais bien le faire venir d'ailleurs. Donc lui, c'est un biologiste qui travaille chez Autodesk. Autodesk, c'est ceux qui font AutoCAD, la CAO, vous voyez. On se dit, mais qu'est-ce qui... Il faut savoir qu'ils font aussi des logiciels pour la modélisation des molécules. Et lui, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va plus loin que la modélisation des molécules. C'est qu'il va créer des molécules synthétiques. Donc lui, c'est son boulot. Alors il a beaucoup parlé de Human Genome Project. Donc il faut savoir qu'il y avait un grand projet qui visait à identifier l'ensemble du génome humain. Aujourd'hui, ils en sont à 1%. Donc ça avance pas vite. Ça avance pas vite parce que c'est compliqué. Et lui, ce qu'il pense, c'est qu'il faut réinventer ce projet-là. Non pas justement en essayant de comprendre ce que fait chaque gène, mais en essayant de créer soi-même de l'ADN et du coup d'identifier à quoi ça peut correspondre. Et en créant des nouveaux, en générant de l'ADN soi-même, etc., avec des molécules synthétiques. Donc ça, c'est son approche à lui. Et puis la deuxième qui a parlé de nanotechnologie, c'est Sangeeta Bhatia. Donc là, c'était très très impressionnant. Puisqu'en fait, elle travaille sur vraiment les mêmes processus de nanotech, donc ce qu'on a parlé avant de création de molécules. Et je dirais un peu comme ceux qui créent des processeurs, ils sont capables de créer des molécules qui vont identifier les cellules cancéreuses. Alors ce qu'il faut savoir dans les cellules cancéreuses, c'est que pour identifier une cellule cancéreuse, il faut attendre au moins 10 ans. Avant une dizaine d'années, bon, c'est incapable de les détecter parce qu'elles sont au niveau nanométrique. Mais si on est capable de lancer des agents qui vont être capables de l'identifier à cette échelle-là, eh bien, on est capable d'identifier le cancer de manière très, très amont. Et ce qui marche dans le cancer, c'est que plus vous le savez tôt, vous avez un cancer, plus vous êtes capable de le guérir. Ceux qu'on n'arrive pas à guérir, c'est ceux qu'on a détectés trop tard. Donc ça marche, on arrive à guérir du cancer si on a détecté assez tôt. Mais c'est la détection. Le problème de ça, c'est que du coup, il faut envoyer ces nanoparticules dans le sang.
Il faut être capable de les envoyer à un endroit précis pour détecter si c'est cancer du rein, cancer, je sais pas. Et derrière, récupérer ces particules pour savoir si elles ont rencontré une particule cancéreuse. Et donc, c'est le test sur lequel, c'est le travail qu'elle fait en ce moment. Alors, elle n'a pas abouti, hein, c'est pas encore fini, mais son idée, c'est d'arriver à faire des tests urinaires qui vont permettre d'injecter des nanoparticules qui vont parcourir le corps, aller à un endroit précis. Ils savent aller à un endroit précis. Alors, j'ai pas compris comment, mais ils savent aller à un endroit précis. Et à partir de là, envoyer des nanoparticules à travers les urines, parce qu'elles ont une taille précise, etc. Et du coup, dans un test d'urine, être capable d'identifier la présence d'un cancer ou pas. Donc ça peut être une révolution en termes de détection des cancers. On a parlé imprimante 3D quand même un peu. Alors, l'imprimante 3D, on y attend beaucoup, on fait des petits trucs tout petits. On est un peu dans la zone déception, hein, vous voyez, du 6D là. Alors, bon, voilà, on ne fait pas des choses fantastiques. Les gens qui sont venus parler, c'est les gens de Field Ready, qui font ce qu'on appelle du reverse innovation, c'est-à-dire comment je crée une innovation qui coûte pas cher, mais qui va transformer la vie de millions de gens. Donc, typiquement, eux, ils interviennent dans les pays en voie de développement pour inventer des objets qui vont sauver et aider des personnes dans des cas de catastrophe, etc., et qui sont liés à la santé. Donc ça marche plutôt pas mal. Voilà une application de l'imprimante 3D qui est réellement efficace, quoi. Alors on a parlé aussi d'Organovo. Vous avez entendu parler de cette start-up peut-être, qui a l'objectif d'imprimer des organes. Bon, en fait, ils n'en sont pas là du tout. Ils ont imprimé des tissus, donc c'est déjà pas mal. Mais c'est déjà un début. À la fin, je ferai une liste des start-up que j'ai retenues. Elle en fait partie. On a parlé blockchain. Alors bon, la blockchain, c'est en soi-même quelque chose d'expérimental. Donc du coup, c'est difficile de voir des innovations dans la blockchain en santé. Il y en a une quand même dont on a parlé, qui est la sécurisation des dossiers médicaux en Estonie, avec un système de blockchain. Mais bon, là, c'était les consultants de Deloitte qui sont venus parler du futur de la blockchain dans la santé. Je pense que là, on n'en est même pas au niveau déception, et on est au début de la courbe, quoi. Donc il y a des applications, c'est sûr, mais je dirais qu'il faut déjà que la blockchain elle-même trouve sa stabilité, quelque part, ça reste un projet d'expérimentation. Pour pouvoir réellement s'appliquer au monde de la santé, ça a du sens, puisqu'effectivement, ce système pair à pair en termes de sécurité, ça a vraiment du sens, quoi. Donc il y a plein d'innovations à trouver en termes de blockchain, mais on n'en est vraiment qu'au début, ça c'est vraiment le début, quoi. Et puis il y a Tom qui est venu parler, donc Tikkun Olam Makers, donc c'est les équivalents de Hacking Health, mais dans le monde des makers, qui viennent d'Israël, qui étaient là présents à Exponential Medicine, qui ont fait un makeathon, hein, qui est un peu comme nous, nos hackathons. Et donc du coup, on a discuté avec eux, c'était assez intéressant. Eux, leur objectif, c'est d'arriver à aider les personnes qui ont des maladies rares ou des problèmes rares, en mettant en corrélation un ensemble d'acteurs, de makers, qui vont être capables de le faire. S'ils sont capables de le faire pour un, ils vont être capables de le mettre en relation avec plein d'autres gens et de pouvoir développer cette solution-là. C'est aussi de la reverse innovation. Donc voilà, c'était pour parler du mouvement des makers. Et du coup, on va faire un partenariat avec eux, avec Hacking Health, donc ça peut être assez intéressant. Alors ce qu'il faut retenir de cette première partie qui a déroulé un peu les technologies exponentielles, comme je vous disais tout à l'heure, il y a un enjeu très très fort sur la voiture autonome. Et quand je dis voiture autonome, ce n'est pas que le véhicule qui va vous emmener d'un point A à un point B, c'est le drone, c'est le petit véhicule qui se déplace, comme je vous ai montré tout à l'heure sur la vidéo, pour distribuer des médicaments, etc. Et la phrase de Brad Templeton est forte. Si vous n'êtes pas une compagnie dans le logiciel ou qui fait du logiciel dans le 21e siècle, vous n'êtes plus une société, quoi. C'est-à-dire qu'il faut vraiment, aujourd'hui, tout va être digitalisé et ça a réellement transformé toutes les entreprises. Donc celles qui ne sont pas digitalisées, elles sont mortes. Alors après, là, c'est le talk qui m'a le plus impressionné. C'était Leroy Hood. Donc Leroy Hood, c'est un ponte de la microbiologie qui est intervenu. Donc là, on est vraiment dans le scientifique. Des fois, ça tombait vraiment dans le congrès scientifique, hein. Il y a des slides. C'était difficile à comprendre. Bon, lui, ça allait quand même. Il est venu parler de biologie des systèmes. Donc la biologie des systèmes, c'est non plus s'intéresser à la biologie en soi,
les molécules, etc., mais plutôt l'interaction de la biologie avec l'environnement et d'autres acteurs. Donc, typiquement, comment les cellules interagissent entre elles, interagissent avec le réseau neuronal, avec le génome, avec les organes, avec le corps, et quel est l'impact aussi de la société, de l'environnement social, etc. Donc lui, il va plus loin, donc il y a système biologie, système médecine, la médecine des systèmes, et puis la scientific wellness. Donc lui, il croit beaucoup à la scientific wellness, c'est-à-dire en quoi le bien-être a un impact fondamental sur les maladies et la vie des gens. Et il fait des recherches autour de ça. Alors c'est assez épique, puisqu'en fait, il a eu du mal à trouver des fonds aux États-Unis pour travailler sur le scientific wellness. Il les a trouvés au Luxembourg. C'est là qu'il est à Seattle, lui. Maintenant, il a monté l'Institut de système biologie, mais au départ, il a eu vraiment beaucoup de mal à trouver des fonds pour développer la scientific wellness, parce que personne n'y croyait, donc c'est pas le bien-être qui va changer. Si, c'est vraiment ça qui va changer. Et ce qu'on voit arriver, vraiment, hein, ce qui est en train de changer dans le monde de la santé, c'est que, un peu comme les médecines chinoises le disaient dès le départ, on ne prend plus en compte la maladie en soi, le symptôme, mais on prend l'ensemble de la personne et son environnement pour résoudre les problèmes. Et ça, c'est un enjeu majeur. Les Chinois le faisaient de manière un peu ésotérique, hein, avec ma femme prend des trucs de la médecine chinoise, tu reçois un carton avec des... Tu as l'impression que le mec a mis un coup de pelle dans la forêt, tu vois. Donc tu te dis, bon, c'est un peu bizarre. Là, c'est de la science, vraiment. Ils font des essais cliniques, etc. Ils travaillent sur tous ces sujets-là. Et ce qui est très important, c'est qu'on voit qu'ils sont à la convergence de ce qui est réellement important. C'est-à-dire qu'ils vont tout digitaliser. Toutes ces données, ils vont les digitaliser et ils vont les mélanger entre elles. Le génome mélangé avec les informations liées aux molécules, aux cellules, aux organes, et au réseau social de la personne, au wellness, etc. Et qu'à travers toutes ces informations-là, et maintenant on a la capacité d'analyser toutes ces informations-là, on va en tirer une information nouvelle. Avec cette fameuse 4P qui est lui l'original de ça, la médecine personnalisée, prédictive, préventive et participative. L'enjeu d'Institut for System Biology et la manière dont ils innovent, c'est leur capacité justement à croiser l'ensemble des acteurs. C'est-à-dire qu'en fait, comme ils mélangent des biologistes avec des mathématiciens, avec des ingénieurs, avec des physiciens, etc., et plein de gens différents, ils sont tout le temps en train de créer des nouvelles technologies qui apparaissent et tout. Et ils les remettent dans la boucle, etc., et ils créent des... Donc c'est un lieu d'innovation phénoménal, quoi. Et je vous présenterai finalement des startups, parce que vous savez, les Américains, une fois qu'ils voient ça, ils se disent « Allez hop, on monte un projet, on y va ». Il y a 2 startups qui se sont lancées sur ce sujet-là, dont une s'appelle Arrivail, et qui aujourd'hui est capable, si vous lui envoyez l'ensemble de vos données, de vous créer un parcours d'accompagnement de votre santé pour aller mieux. À travers les études qu'ils font, ils vont analyser les génomes d'un ensemble de personnes et les génomes, la biologie, etc., toutes les informations, ils vont en tirer assez d'informations pour être capables de vous conseiller. Et le conseil se fera quand même de manière humaine, hein. Ça ne veut pas dire que c'est une machine qui va vous parler en disant « demain, tu dois apprendre un truc ». Non, c'est vraiment... il disait, et ça c'est important, il disait le coach, celui qui vous accompagne, doit rester un homme. Par contre, ce qui va le guider, c'est la machine. Qu'est-ce qu'il faut faire, c'est quoi les bonnes décisions à prendre, etc. Un enjeu aussi extrêmement important, et qui fait partie de la système biologie, c'est le microbiome. Alors le microbiome, c'est quoi ? Il faut savoir que votre organisme est rempli d'autres organismes vivants, dans l'intestin, dans la bouche, etc., qui sont en soi le microbiote, on appelle ça, hein, donc c'est l'ensemble des organismes vivants dans votre organisme, et que chacun, ils ont un génome. Et le mec disait, ce qui est impressionnant pour lui, c'est qu'il disait, ouais, la recherche astronomique sur les étoiles, tout ça, c'est du blabla. Le vrai big data, c'est l'analyse des génomes de l'ensemble du microbiote, donc l'ensemble des organismes vivants, c'est ça, c'est le microbiome, plus votre génome, quoi. Ça fait des données, mais inimaginables. Et vous le savez, enfin, vous le visitez tous les jours, je veux dire, les microbes, c'est ce qui vous rend malade, etc. Donc c'est un enjeu majeur dans la santé de pouvoir analyser son microbiome. Et donc aujourd'hui, il y a des startups qui se lancent sur l'analyse du microbiome. Donc c'est quoi l'état des organismes vivants que vous avez à l'intérieur de vous et quels impacts ils ont sur vous et comment on les mesure au quotidien pour savoir s'il y a des agents nouveaux, différents, etc. qui interviennent. Donc le microbiome, c'est un enjeu majeur aussi pour l'analyse, comme on avait le wearables pour mesurer ses pas, etc. Le microbiome, ça vient aussi, comme le génome, ça devient aussi un élément de plus dans votre, quelque part, dossier médical, quoi. Et puis, du coup, on a parlé de médecine fonctionnelle.
Donc là, c'était l'intervention de Mark Hyman. Là, on revient à des choses plus connues, c'est-à-dire que c'est des médecins qui vont appliquer un peu ce que vous voyez en avant, sans les données aujourd'hui. Ils travaillent de plus en plus avec les données, et c'était pour ça qu'ils étaient là. Mais la médecine fonctionnelle, pour lui, qui est sorti du cancer, Mark Hyman, grâce à ça, c'est l'analyse de votre santé à travers un ensemble de paramètres, encore une fois, l'ensemble des paramètres qui vous identifient. Et lui, il dit que les maladies n'existent pas, tout est functional disorder, quoi, des problèmes fonctionnels. Donc ça, ils vont travailler, quand vous allez chez eux, ils vont travailler sur vous, sur votre plan émotionnel, mental, spirituel, etc., l'énergie, la communication, etc. 7 grands facteurs. Et puis, à partir de là, ils vont faire des analyses par rapport à vos antécédents, etc. Et ils vont en déduire des actions en termes de nutrition, en termes de relaxation, de stress, etc., à appliquer pour aller mieux. Et les exemples sont fondamentaux. C'est quand même le directeur médical de la Cleveland Clinic, donc c'est une clinique assez connue, et les résultats ont été très très intéressants. Sur tous les patients qui prenaient des traitements qui ne marchaient pas, ils ont appliqué la médecine fonctionnelle, et ça a eu des résultats extrêmement intéressants. Alors, la différence entre les deux, entre la médecine conventionnelle et la médecine fonctionnelle, c'est que la médecine fonctionnelle est orientée sur votre santé et pas sur la maladie. Elle est orientée patient et pas sur le médecin. Sur la biochimie individuelle, ça aussi c'est un enjeu dans le système biologie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ils ne réfléchissent pas à savoir si telle molécule a tel effet, c'est quel est l'effet de la molécule dans votre cellule à vous. Voilà, parce que ça c'est particulier. Et donc ils sont capables, l'idée c'est d'être capable d'identifier les comportements et vos réactions par rapport à ce domaine-là, dans votre corps et uniquement pour vous, quoi. C'est le personnalisé, quoi. Holistique, spécialisé, cost-effective, expensive, bon ça reste à démontrer, mais c'est vrai quand même qu'eux, ils ont réussi à le démontrer, puisque sur les patients qu'ils ont eus, ça a fonctionné. Voilà, je passe sur le reste. Donc ça, c'est vraiment à suivre. Vous tapez Functional Medicine sur Internet, vous verrez ce qui se fait aux États-Unis sur ce sujet-là. C'est réellement intéressant, quoi. Et puis le futur de la chirurgie. Donc là, on peut être content, puisque la deuxième citation de la France qui a eu lieu à Exponential Médecine, c'est l'IRCAD. Ils en ont parlé avec tout ce qui est robotisation de la chirurgie. Donc on est quand même dans un des lieux reconnus par les Américains, c'est quand même difficile, comme un lieu d'innovation en santé. Et donc c'était la présidente de Intuitive Surgical, donc il faut savoir que c'est tous les robots qui équipent maintenant l'IRCAD et l'IHU, donc c'est cette société-là, qui est venue parler des technologies qu'ils appliquent. Alors ils pensent aussi que l'intelligence artificielle va venir aider le chirurgien. Je pense que vraiment la chirurgie mini-invasive guidée par l'image, c'est le futur. Ça va faire se rejoindre deux mondes, qui est le monde de la chirurgie et aussi le monde de la chirurgie ambulatoire. Finalement, tout le monde maintenant va être capable d'être opéré avec ces robots qui vraiment réduisent pas mal de facteurs. Vous avez moins de cicatrices, vous êtes en forme beaucoup plus rapidement, etc. Ça change réellement tout. Donc je pense qu'il y a un vrai enjeu derrière tout ça, et on a la chance d'avoir les meilleurs acteurs ici de ce sujet avec l'IRCAD et l'IHU, puisque l'IHU maintenant est dédié à la chirurgie mini-invasive, quoi. Voilà, est-ce que je vous ai dit tout ce que je voulais là-dessus? Donc voilà, l'arrivée de l'AI. Alors on parlera aussi de PillCam, donc là c'est une approche différente dans la chirurgie, c'est la capacité, non pas de vous faire une coloscopie, vous savez, avec le gros tube monstrueux, là, difficile, mais vous allez avaler une pilule, c'est Medtronic qui est derrière ça, et la pilule va, elle, filmer tout le parcours dans votre intestin. Donc c'est beaucoup moins, c'est invasif, mais beaucoup moins douloureux, et ça permet de faire des diagnostics très précis et en temps réel, puisqu'elle envoie de l'information. Donc vous pouvez suivre en temps réel le parcours qu'il fait dans votre corps. Donc ça aussi, ça va totalement changer. Alors, ils ont parlé aussi un peu de ce qu'on fait à l'IRCAD, c'est-à-dire l'ajout d'éléments virtuels, donc de colorisation, etc., pour optimiser le travail du chirurgien à distance, pour qu'il puisse repérer les endroits. Et ce qu'elle pense, c'est qu'effectivement, l'intelligence artificielle va, et c'est ce que disait déjà dans la dernière conférence qu'on a eue à King Health Camp par
par Luc Soler, c'est qu'à terme, l'intelligence artificielle sera capable de dérouler le processus opératoire tout seul, sans l'aide du chirurgien. Le chirurgien ne sera plus qu'un stratège de l'opération. Alors on va parler aussi de tout ce qui est la relation patient-médecin qui va considérablement changer, quoi. Mais ça c'est vraiment, je pense que pour les médecins c'est un enjeu fort et qu'il faut vraiment qu'ils prennent conscience de cette transformation-là, quoi. Donc ce qu'un des intervenants disait, c'est que le médecin doit repenser aussi sa vision des choses, il doit beaucoup plus penser comme nous on fait dans les workshops de design thinking, c'est-à-dire comment je construis le soin et mon approche avec le patient, mais avec le patient, qu'est-ce qui ne va pas, etc. Qu'il y a beaucoup plus de multidisciplinarité à avoir. Alors les médecins généralistes vont être contents parce qu'ils vont être enfin reconnus, mais effectivement c'est très important de plus en plus que l'intelligence artificielle va être là justement pour régler les problèmes de spécialistes. Ça va être plus important de s'intéresser du patient et d'avoir une connaissance beaucoup plus large de ce qu'il faut faire. L'interprofessionnalité dès le départ, c'est-à-dire que ce n'est pas que le médecin et puis l'infirmière. Non, c'est le médecin, l'infirmière, c'est un ensemble d'acteurs, une équipe médicale qui est autour de vous et qui doit être coordonnée pour travailler sur le patient. Et puis la capacité à piloter la notion de leadership, mais leadership, encore une fois, tourné autour du patient. Les compétences de demain du médecin, c'est justement ce que je disais, la coordination et la communication, beaucoup plus de lien social, ce qui fait déjà aujourd'hui beaucoup le médecin généraliste. Mais ça va être de plus en plus fondamental, puisque finalement la machine va faire le diagnostic de la science, de la partie complexe. C'est plus l'humain en lui-même qui va être important. On pense vraiment qu'il va y avoir besoin de médecins qui connaissent la donnée et qui comprennent la donnée, quoi. Et qui soient capables d'être connectés, effectivement, mais la relation qu'ils vont avoir avec un data scientist va être très forte. C'est-à-dire que demain, c'est quand même eux qui vont alimenter le moteur d'intelligence artificielle. Il ne va pas apprendre tout seul, le moteur d'intelligence artificielle. Donc, ils vont devoir être des acteurs qui vont alimenter ce moteur. Et ça, c'est une vraie collaboration avec des acteurs qui, jusqu'à aujourd'hui, ne travaillent pas avec des data scientists, mais demain, soit ils seront eux-mêmes data scientists, ça fera partie de leur formation, soit ils travailleront côte à côte avec data scientists. Ça va être vraiment un enjeu majeur, quoi. Et donc, du coup, beaucoup de remises en question, puisqu'en fait, la machine va jouer un rôle majeur et d'amélioration continue, puisque la machine va peut-être s'apercevoir que quelque chose qui était pas bon avant, qui était comme ça avant, n'est plus comme ça appliqué. Donc il faut rechanger sa manière de faire, de prescrire, de donner des conseils aux patients, etc. Donc ça, c'est vraiment difficile pour les médecins d'aujourd'hui de transformer ça, quoi. Et puis on a eu Lucien Engelen qui était là, qui sera là au Waking F Camp cette année, qui est le médecin qui dirige l'hôpital de Nijmegen, l'université médicale de Radboud, et qui lui alors, a une vision du centré patient qui est totalement extrême, quoi. Donc, comme il dirige un hôpital, pour lui, demain, il faut arrêter, de toute façon c'est vrai, il faut arrêter de créer des hôpitaux. Si on voulait avoir des hôpitaux pour gérer les patients de demain, il en faudrait 3 fois plus, ça ne va pas être possible. Il pense que finalement, il ne faut plus d'hôpitaux, il faut des health shops, et que les wearables et toute la capacité de se mesurer soi-même, c'est de se dire que finalement, il y a beaucoup de choses qu'on fait à l'hôpital qu'on maintenant va pouvoir faire à la maison, et que les seuls trucs qu'on ne pourra pas faire, on ira dans le health shop du coin pour le faire. Donc lui, il va vraiment plus loin, et en se disant que maintenant, il faut tourner le paradigme, et il faut se dire que finalement, le patient devient une marketplace de données. C'est lui qui va alimenter à travers ces données aussi le moteur d'intelligence artificielle, et à travers le médecin qui va interpréter si l'action qu'il a menée a eu tel effet ou positif ou pas positif, avec de l'information continue. Donc ça a complètement changé la manière de voir l'hôpital, etc. Parce qu'en fait, son idée, c'est de se dire finalement l'hôpital, il peut tenir dans un téléphone. Et donc ça, c'est vraiment fondamental, c'est-à-dire que finalement, on s'aperçoit que le médecin n'a plus ce rôle de mec qui sait tout, un truc que personne ne peut savoir. Cette fois, il va prendre beaucoup plus le rôle de coach. C'est pas du tout péjoratif, hein, dans le terme, c'est pas le mec qui va vous aider à faire votre sport le matin, mais c'est quelqu'un qui va vous accompagner dans l'amélioration de votre santé, ou en tout cas, le fait que votre santé ne se dégrade pas, quoi. Et donc c'est un accompagnement au quotidien, donc on est bien dans la démarche du coach. Le médecin, demain, ce sera un coach, quoi, quelqu'un qui va vous accompagner au quotidien. Alors on va parler aussi un peu de cerveau.
avec des innovations majeures. Donc une vidéo que je vous présente, une vidéo, vous avez peut-être vu sur YouTube, et qui présente en fait la capacité, ils ont mis des puces qui se mettent sur le cerveau et qui permettent à des gens paraplégiques de piloter des bras simplement par la pensée. Donc là, on est vraiment dans le Brain Computing Interface et ça marche. She's part of a pioneering study run by researchers at Brown University in the US. People who are paralyzed have their brain disconnected from their body, so they're not able to go out and do everyday things that you and I can do, like reach for a glass of water or scratch your nose. And I think many of us don't realize how debilitating it is, especially for people who have the severest forms of paralysis, that's called tetraplegia, where they can't move their arms and legs because there's been damage to the spinal cord or a stroke that's cut the pathway from the brain to the spinal cord. So our idea is to bypass that damaged nervous system and go directly from the brain to the outside world. So the brain signals can not control muscles, but control machines or devices like a computer or a robotic limb. The trial is called BrainGate. The team announced their first success in 2006. Bon, c'est invasif, Matt Nagel was left ça rentre dans le paralyzed on cerveau all et ça four touche le limbs cerveau. after he was stabbed. But using the BrainGate system, he could control a cursor on a Petite computer puce qui se screen pose with his vraiment sur le thoughts. cerveau. Donc là, il pilote la souris. Là. Going to open the first email, which says Et par la parole, It il says alimente you're aussi doing a l'interface. great job. Next, I'm gonna open the l'interface. second email, which states, "Hi there." It says, "Hi, we'll talk soon." Now I'm going to the exit. Next, I'm going to paint a circle. This kind of brain-machine system has been tested before in monkeys. The BrainGate studies show that it works in humans too. So how exactly does it work? There are three main components to Je any. passe parce qu'après, je vous enverrai la vidéo, vous pourrez la regarder, c'est sur YouTube. Bon, ce qui est très compliqué dans le monde du brain computing, c'est l'analyse du signal. Parce qu'en fait, vous savez, on en avait un au hackathon, on avait un petit casque de brain computing interface, on reçoit une onde alpha. Pour analyser l'onde alpha, c'est extrêmement compliqué. Alors là, ils vont très fort, puisqu'en fait, ils mettent la puce directement sur le cerveau, donc le signal est plus fort, mais ça reste encore très difficile à analyser en termes d'analyse de traitement du signal. On est vraiment au début de la digitalisation, il y a un vrai sujet, maintenant c'est quand même compliqué. Après, on est revenu sur un sujet beaucoup plus terre-à-terre qui touche le monde en entier, et principalement aux États-Unis, c'est la santé mentale, qui a un coût énorme aux États-Unis, mais pareil en Europe, je veux dire, sur tout ce qui est lié à la dépression et des problèmes de santé mentale. Il faut savoir que 28% des personnes sont traitées aux États-Unis, ce qui est dramatique parce qu'en fait, détecter la dépression, c'est un examen de sang ou un questionnaire. Donc c'est vraiment simple à détecter une dépression. Mais malheureusement, les gens ne se font pas soigner sur ce sujet-là et ça entraîne des arrêts de travail. Les arrêts de travail, ça entraîne des coûts, etc. Donc c'est quand même des coûts importants. Et le suicide est la 10e cause de mortalité aux États-Unis. Donc c'est pas anodin, quoi, vraiment pas. Alors qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? On a eu, alors on en présentera deux tout à l'heure de start-up. Il y a la réalité virtuelle qui va permettre de travailler sur les dysfonctionnements du cerveau. Ils le font avec les autistes, ils font de la réalité virtuelle avec les autistes pour les remettre dans des contextes, essayer de les faire travailler dans la sociabilité. Il y a du machine learning aussi sur les réseaux sociaux pour être capable d'anticiper des comportements suicidaires et de pouvoir anticiper tout ça. Ça se fait déjà. Et la notion d'avatar 3D, on montrera une start-up aussi qui est capable de vous projeter dans votre futur moi avec des mecs qui font de la 3D. Donc ça, c'est un peu gaming, mais bon, ça a un impact assez fort a priori. Donc il y a des start-up qui tournent autour de sujets d'avatar 3D, quoi. On a parlé sécurité, bien sûr, avec un ponte de la Singularity University qui est venu parler de ça. Aujourd'hui, les données de santé, c'est la première cible des pirates, partout dans le monde. À qui ils les vendent, moi, j'ai pas bien compris, parce que je pense que, bon, je sais pas qui vraiment les achète. A priori, les assureurs, parce qu'ils sont basés sur un modèle de risque, etc. Voilà, mais bon, c'est des millions de dollars qui sont derrière. Et puis, la facilité, alors ce qu'ils appellent CAS, c'est le Crime as a Services, puisqu'en fait, vous avez un site web qui s'appelle Black Shed, et sur lequel vont les ados. Et en fait, sur ce site web, vous vous abonnez pour 10 € par mois et vous avez tous les outils pour
pour rentrer dans n'importe quel système d'information, etc., en cliquant en 2 clics. Donc les mecs piffent rien au piratage, et à 12 ans, ils sont capables de rentrer dans notre machine, quoi. Donc ça, c'est réellement problématique. Et finalement, ce qu'il dit, c'est que la première chose à faire, c'est d'expliquer aux gens l'importance de son mot de passe, etc. Donc il a passé une vidéo super marrante, où ils font un micro-trottoir, et là pose des questions sur les passwords des gens. Toutes les personnes qu'elle a rencontrées finissent par dire leur password. Donc c'était assez typique de ce qui peut arriver. Et finalement, les hackers ont dit oui, c'est hyper compliqué, comment ils font? Non, en fait, ils ont récupéré le mot de passe du voisin et ils sont rentrés dans le système d'information de là où ils bossent, quoi. C'est souvent comme ça que ça se passe, quoi. Donc la première étape, c'est vraiment de la formation des gens sur la sécurité, etc. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre par rapport à ça? Et la mise à jour des applications, voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc ça, c'est un enjeu aussi majeur, être capable de mettre à jour. Alors ce qu'il disait, c'est qu'il y a vraiment plein d'innovations à trouver dans le monde de la sécurité et qu'il y a encore beaucoup à faire sur ce sujet-là. Ce que je crois beaucoup, c'est que finalement, peut-être que les données de santé ne vont pas continuer à être la première cible, parce que si la première cible, c'est ce qu'il disait, c'est la notion d'assurance, etc., bon, c'est un autre sujet, mais moi je pense que le monde de l'assurance va changer de modèle économique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est basé sur le risque. Aujourd'hui, c'est de faire en sorte que tous les gens que j'ai essayent de bien calculer qu'ils ne soient pas malades. L'inverse, c'est que demain, c'est les entreprises du numérique qui vont arriver sur ce marché-là. Et eux, ils voient les choses différemment. C'est-à-dire qu'ils se disent, moi ce que je veux, c'est un maximum de gens, qu'ils soient malades ou pas malades, mais surtout qu'ils me donnent leurs données pour que je sois capable de leur renvoyer de l'information pour qu'ils soient le moins malades possible. Parce que le modèle économique, le meilleur modèle économique, c'est le plus d'utilisateurs possible ou le plus de membres possible de son assurance, mais qu'ils ne soient jamais malades, quoi. Et les entreprises du numérique, elles misent là-dessus. Et tous les nouveaux acteurs dans ce domaine-là, on a fait une conférence sur l'assurance en 2025, on voit bien qu'ils sont en train d'aller sur ce sujet-là. C'est-à-dire qu'ils vont travailler sur votre bien-être, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'ils vont gagner de l'argent et qu'ils vont gagner des membres en plus, quoi. Donc finalement, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas sécuriser ces données, hein. Et je veux dire, ce que je pense, c'est qu'il y a peut-être un cercle vertueux qui va se mettre en place du fait que les personnes qui vont posséder vos données pour vous rendre de l'information, qui vont vous aider dans votre santé, leur combat, ça va être de faire en sorte que ces données soient préservées le plus possible. Donc si le premier qui va vendre leurs données à d'autres, il va détruire son modèle économique. Le premier qui va avoir un trou de sécurité, il va détruire son modèle économique. Donc ils vont être très attentifs à ces aspects-là. La notion d'entrepreneuriat, on en a parlé quand même un petit peu avec Zena Kayat, qui était déjà là en 2015 au Hacking F-Camp, qui était présente à Exponential Medicine, qui est venue présenter ce qu'ils font à Toronto, qui s'appelle Mars Excite, qui est un accélérateur de projets et qui justement encadre des projets de santé avec des médecins, etc. Donc c'est un accélérateur comme on peut trouver aussi en France. Et puis l'initiative de la NHS, qui est très intéressante, où eux, ils ont un programme à l'intérieur de la NHS qui va aider des médecins qui détectent des problèmes à monter leur entreprise. Donc c'est un accompagnement aussi. Je présenterai une start-up tout à l'heure à la fin, qui est une des start-up qui est émergée de ce programme. Donc, ce qu'il faut voir, ce que je trouve très important, c'est que finalement, voilà, toutes ces nouvelles technologies, c'est super sympa, mais à un moment donné, il faut des gens qui soient capables d'en transformer ça en des services et des produits qui vont réellement les exploiter pour nous apporter des services à valeur ajoutée. Et pour ça, il faut des entrepreneurs, hein. Donc c'est un enjeu majeur, que ce soit en santé ou ailleurs, mais en santé particulièrement. L'éducation médicale, alors bon, incontestablement, c'est la réalité virtuelle qui est le roi de ce domaine-là. Un exemple direct avec OssoVR, qui est une start-up justement d'éducation médicale des chirurgiens orthopédistes, et qui, avec cet outil des réalités virtuelles, vous apprend à vous préparer à la chirurgie opératoire. Donc on voit les objets en 3 dimensions, et on peut faire comme si c'était réel, quoi. Hop, avec le coup du couteau qui est marrant, du marteau, hop, je le jette en l'air, il fait un tour, enfin bon. Ça c'est sympa, quoi.
Donc ça, c'est une réalité. Il y a une société en France qui s'appelle SimHealth qui travaille sur ces sujets-là. Il y avait InVivo qui était présent, je ne sais pas si vous avez suivi, mais Microsoft a lancé un casque de réalité virtuelle où on peut voir justement des corps en 3D, les décomposer, etc. Ils étaient là aussi, ils ont présenté leur technologie, donc c'était aussi très intéressant de voir. Donc voilà, incontestablement, la réalité virtuelle va être un enjeu majeur d'éducation. Le Hacham, qui était la personne qu'on voyait juste avant, ici, lui organise des sessions de chirurgie opératoire accessibles à un très grand nombre d'étudiants partout dans le monde. En fait, il a une caméra à 360 qui met au cœur de la chirurgie opératoire. Et puis, vous savez, avant, dans la chirurgie, c'était dans des amphis, puis le chirurgien venait opérer devant tout le monde. C'est la même chose, sauf que ça se fait dans des conditions beaucoup plus saines. Et c'est vraiment dans le bloc chirurgical. Et tous les étudiants du monde, par contre, ont leur casque de réalité virtuelle et ils sont comme s'ils étaient au-dessus de la table et ils peuvent regarder partout et ils suivent la chirurgie opératoire. Ça marche déjà. Voilà. Ensuite, le futur du thérapeutique, qui est un sujet que je connais bien puisque on le traite avec Health Factory, qui est que vont devenir les laboratoires avec leurs médicaments. Parce qu'eux, ils ne sont pas digitalisés puisqu'ils font des médicaments. Alors ils se cherchent tous, hein, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils viennent au Hacking Health Camp, ils essayent de trouver des nouveaux modèles. Demain, ce qu'il faut savoir, c'est que finalement, le laboratoire ne va plus vendre de médicaments. En fait, je pense que le mieux qu'il ait à faire, c'est de les donner. Ce qu'il faut, c'est qu'il s'oriente vers l'accompagnement et le traitement de la maladie dans son ensemble, du début jusqu'à la fin, du bien-être des gens. Donc ça change complètement leur modèle, surtout que ça coûte extrêmement cher de faire un médicament. Et c'est ce que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais il faut savoir que dans l'intelligence artificielle, le gros problème qu'on a aujourd'hui, c'est la qualité des données. C'est-à-dire, où est-ce qu'on a les données? Ce qu'il faut savoir, c'est que alors quand on fait un essai clinique, 80% de l'essai clinique, c'est la collecte de données. Et cette collecte de données, elle se fait comment? À la main, dans un Excel. Vous voyez, donc, et ça, c'est la réalité d'aujourd'hui. Si demain, on arrive à avoir des outils informatiques qui captent ces données en continu, on va avoir une information sur un essai clinique qui sera considérablement améliorée. Donc déjà, on va réduire les coûts de création de médicaments, de temps d'essai clinique. Et finalement, ce que je dis au labo, c'est aussi ça, c'est de dire qu'un essai clinique, c'est pas phase 1, phase 2, phase 3, phase 4, puis après on oublie. Non, finalement, parce qu'il faut savoir que tous les médicaments qui sont mis sur le marché, dans 20% des cas, ils ne fonctionnent pas. Parce que l'essai clinique ne va pas assez loin. Et donc ce qu'il faut, c'est que l'essai clinique soit continu. Et c'est ça l'intelligence artificielle, c'est d'être capable de de récupérer assez d'informations sur votre corps, sur votre organisme, votre microbiome, votre génome, etc., pour pouvoir savoir quel est l'impact de ce que vous mangez, de ce que vous ingérez. Parce que finalement, quand vous ingérez, c'est le même traitement qu'un médicament, c'est-à-dire que vous allez envoyer des molécules dans votre corps qui vont avoir une action. Et c'est ça qu'on va mesurer, quelles sont ces choses qui ont des actions. Est-ce que c'est la médecine chinoise qui va vous guérir? Est-ce que c'est le Doliprane? Ou est-ce que c'est autre chose? C'est le sport, etc. Et ça, on va pouvoir le mesurer en continu. Et c'est ça complètement qui va transformer le monde de la santé et l'approche des laboratoires. Donc c'est à eux de se retourner et de se mettre dans ce monde-là. Donc il y avait ClickHealth qui était présent, qui est un peu, je dirais, le concurrent de Health Factory aux États-Unis, donc qui est beaucoup plus avancé, qui travaille avec des grands groupes. Et alors c'était très intéressant parce qu'il déroulait le processus d'innovation, que c'était le même. Donc j'étais content de voir que je ne m'étais pas trompé. Je ne suis pas le seul à avoir eu cette idée. Et c'est justement d'accompagner les grandes entreprises de la santé, enfin des laboratoires, dans l'innovation, à travers justement le design thinking, les hackathons, l'acculturation au monde du numérique, parce que c'est vraiment des entreprises dans lesquelles ils sont très très loin de tous ces facteurs, quoi, du monde du numérique. Donc s'ils ne changent pas, ça paraît incroyable, hein, parce que c'est des entreprises qui font des milliards d'euros de chiffre d'affaires, et pourtant demain on peut avoir des acteurs comme ceux que je vous montrais tout à l'heure qui vont les détruire du jour au lendemain. Alors justement, on reprend le fameux framework 6D, où on voit ce que je disais, les laboratoires sont un peu en bas, l'éducation on commence juste à la digitaliser, c'est pas encore, c'est que le début. Ce qui est vraiment démocratisé aujourd'hui, c'est la radio, je veux dire, bon, l'IRM, vous ne payez plus, vous y allez, c'est quotidien, quoi. Ce qui a été dématérialisé, c'est la mesure de soi-même. Avant, on était obligé d'aller chez le médecin pour faire une prise de tension, etc. Donc ça, on est vraiment arrivé à un niveau de dématérialisation, voire de démonétisation avec le remboursement. Même si ce n'est pas le meilleur modèle économique. Et par contre, on est dans la phase d'un peu de déception de toutes ces technologies, que ce soit
les nanomédecines, les génétiques, etc. Les mecs disent ouais, bon, c'est pas mal. Souvent, les gens me disent ouais, bon, le big data, l'intelligence artificielle, moi, je vois pas vraiment ce que ça peut changer dans ma vie, etc. Et ben, ça va arriver plus vite que vous le pensez, avec différentes startups que je vais vous présenter tout de suite. Alors, on a Veritas Genetics, séquencement du génome, pour $99. DNA Matters, séquencement du génome pour $99 aussi, ils sont tous au même prix que 23,5. 23,5, $99, vous séquencez votre génome. Eux, ils sont plus orientés sur l'ancestralité, hein, donc l'impact de votre génome avec vos ancêtres, etc. Origin, alors ça c'était super, parce qu'en fait, eux, ils sont venus, quand on s'est inscrit, on a fait un truc où on s'est mis un petit badge, un petit coton-tige dans la bouche et tout, et les mecs nous ont dit, bah, à la fin du week-end, on vous aura séquencé votre génome. Et ils l'ont fait. Et donc à la fin du week-end, j'avais les résultats. Alors ils ont analysé que 5 gènes, mais ils ont été capables pendant le week-end de séquencer mon génome et de me sortir une information sur ces 5 gènes. Un truc sur le café, bon, c'est pas très intéressant. Mais bon, c'est pas mal. Donc ils l'ont fait, et voilà. Et ces gens-là sont capables de le faire rapidement, ils ont les machines pour le faire. Ils ont emmené, hein, c'était physique, hein, puisqu'on s'est brossé les dents avec leur truc, ils l'ont mis, c'est parti dans un avion, dans leur data center, ça a tourné, c'est revenu. Ça a été traité. À la fin du week-end, on avait tous nos résultats, quoi. Je vous montrerai pour ceux que ça intéresse. Arriveil, je vous en parlais tout à l'heure. On pourra aller sur le site. Ce qui est très intéressant, c'est justement, cette fois, eux, ils proposent un accompagnement de votre santé. Donc, quand vous allez vous inscrire chez Arriveil, vous allez remplir un ensemble d'informations, donc des questionnaires assez longs. Vous mettrez ils vont séquencer votre génome, bien sûr. Vous allez envoyer des tests, ils vont séquencer votre génome. Ils vont séquencer votre microbiome. Ils vont récupérer vos images médicales, etc., votre dossier médical, etc. Et à partir de là, ils vont mettre une équipe de coach qui va vous accompagner sur votre santé. Voilà, donc ça, pour moi, ça c'est vraiment l'avenir. Hein. Demain, ça va se faire comme ça, c'est-à-dire qu'on sera le préventif, le 4P, c'est ça, c'est ce genre de sociétés qui vont arriver et qui vont remplacer votre médecin. Alors, parce que en fait, ce qu'ils font aujourd'hui, c'est qu'ils prennent contact avec votre médecin pour avoir des informations. Donc, en fait, ils lui prennent des infos, et puis après, ils disent oh, c'est bon, je m'en occupe, et ils vous accompagnent en amont, quoi. Ils anticipent sur les problèmes que vous pouvez avoir. Et si vous êtes capable de renvoyer de l'information en temps réel, eh ben, vous ne serez plus jamais malade. Et le mec disait, il était sûr de lui, hein, il disait dans la salle, là, aujourd'hui, il y a le mec qui vivra plus de 250 ans. Quoi. Ok, bon. Alors, Health Nucleus, donc Health Nucleus, c'est Peter Diamandis qui l'a présenté. Donc c'est exactement la même chose que Arriveil, avec eux une approche ils font le corps en 3D avec une imagerie, une technologie d'imagerie sans rayonnement. Voilà, c'est juste le truc qui est en plus, mais ils font votre microbiome, votre génome, hop, vous leur donnez toutes les données et ils sont capables de vous accompagner aussi avec des coachs pour anticiper votre santé, pour aller mieux, pour vivre plus longtemps, etc. C'était très intéressant. Analytic, qui est un peu ce que fait Watson aujourd'hui avec les images de radio. Donc, c'est un moteur d'intelligence artificielle qui analyse des images, mais aussi des comptes rendus. Voilà. Arteris, qui est une société de stockage d'images dans le cloud. Organovo, dont je vous parlais tout à l'heure, donc une imprimante 3D pour les tissus. Microbiome, donc séquençage de votre microbiome, spécifique pour votre microbiome. Donc voilà, la première start-up qui travaille sur le microbiome. In vivo, donc l'éducation des médecins, donc avec la technologie de Microsoft, hein, vous pouvez avoir l'ensemble des informations médicales, voir les corps en 3D, etc. OssoVR, on l'a vu tout à l'heure. Voilà le fameux avatar, donc ils sont capables donc c'est du motion computing, ils analysent, ils font un tour sur vous, etc. Ils ont votre corps vraiment très détaillé, et puis après ils le déforment. Alors ils ont une application pour faire des tatouages, etc. Donc vous pouvez tester votre tatouage. Et puis derrière, c'est comment on crée des applications d'accompagnement pour se projeter dans le futur, à quoi on va ressembler, etc. Donc eux, ils le font. Voilà. Augmedix, on avait beaucoup entendu parler de cette start-up parce qu'ils avaient travaillé sur la Google Glass. Les Google Glass, c'est pas assez efficace. Ils ont inventé un produit plus adapté. Et donc maintenant, ils sont capables d'assister le chirurgien en modélisant en 3D le corps, les os, etc.
pour l'aider dans sa stratégie opératoire. C'est quelque chose qui est en train d'être travaillé aussi à l'IRCAD avec une autre technique, parce que là c'est un bloc qu'ils ont sur la tête qui se fait en temps réel. Medical Realities, donc ça c'est le fameux site justement de HFAC où vous vous inscrivez en tant que chirurgien et vous pouvez assister à des chirurgies, des opérations chirurgicales en réalité virtuelle. Ginger.io, qui existe depuis déjà un moment, que j'ai étudié, qui est vraiment le site américain pour la dépression, la santé mentale, etc. Donc c'est du coaching avec des hommes, mais aussi des applications, des enregistrements, etc., des gens qui vous aident à aller mieux, réduire votre stress, votre anxiété. Ça, c'était super, c'est vraiment Profusa, c'est le wearables de demain. Donc eux, ils mettent des implants dans votre corps, ils sont capables de mesurer tout ce que... Donc la pression artérielle, la SAT, etc. Avec, donc le capteur est à l'intérieur du corps et vous rajoutez ce patch qui lui va émettre vers le téléphone, etc., avoir de l'information. Donc c'est du wearable, enfin du... implantables, quoi, on est vraiment là-dedans. Et il est capable de faire le suivi. Donc ça, c'est extrêmement efficace, quoi. Ils étaient là, c'est vraiment intéressant. Upright, donc ça, on a une start-up aussi en France qui fait ça. C'est un patch que vous mettez dans le dos et qui vous aide à vous tenir mieux. Les problèmes de dos, c'est aussi un problème majeur de santé publique. Iodine, qui est un système qui permet en fait de trouver le meilleur traitement en fonction de votre pathologie. Donc là aussi, on a de l'intelligence artificielle. Bon, c'est un peu, on va dire par rapport à ce qu'on a vu avant, ça paraît un peu basique, mais aujourd'hui, c'est extrêmement efficace. C'est-à-dire que justement, il s'appuie sur pas mal d'essais cliniques pour essayer de trouver quel est, en fonction de vos problèmes, quel est le traitement le plus adapté. Ce que normalement faisait le médecin, maintenant, vous le tapez là, puis vous le savez, quoi. Pilcam, j'en ai parlé tout à l'heure. Scanadoo, vous connaissez, société belge qui faisait le tricorder, vous posez sur votre tête puis vous analyse tout votre corps. Bon, là, ils ont fait un test urinaire aussi qui permet d'analyser un ensemble de paramètres. C'est surtout Lucien qui en parlait, parce qu'effectivement, tous ces acteurs-là, c'est ceux qui vont de plus en plus remplacer ce qu'on peut vous faire faire à l'hôpital. On peut le faire maintenant de plus en plus à la maison. Doctella, qui est tout ce qui va tourner autour de l'empowerment, donc la relation patient-médecin et comment aider les patients à bien suivre leur traitement, etc. YouMD, donc le premier chatbot médical. Vous savez, le chatbot, c'est le système d'intelligence artificielle qui, quand vous posez des questions à votre messager en demandant quels sont les vols pour Tokyo, hop, c'est une intelligence artificielle qui vous répond. Là, c'est la même chose, mais dédiée à la santé. On l'a testé, ça marche plutôt pas mal. Vous dites, ouais, ça va pas bien, j'ai telle pathologie. Ah bah tiens, il vous pose des questions et il essaye de trouver. Donc c'est un chatbot qui se met dans, que vous pouvez installer en tant que messagerie de chat, ou qui peut s'intégrer au chat existant. C'est-à-dire les messengers Facebook, le Slack, etc. Extrêmement intéressant aussi. Sensely, qui est aussi une intelligence artificielle qui est avec un avatar 3D qui parle et qui vous accompagne dans la prise de vos traitements, etc. Ils étaient présents. Ce jeune Français qui habite au Brésil, qu'on a rencontré, qui est super, qui a travaillé sur... Alors c'est un KissKissBangsBang, donc ça va sortir en mai. Lui, c'est l'analyse en fait du taux de carotène que vous avez dans la peau. Donc c'est un élément très important sur votre bien-être. En général, quand le taux de carotène n'est pas bon, c'est que le reste ne va pas très bien. Et donc il analyse avec cette boule et qui mesure les antioxydants, etc. Et donc bon, moi j'étais pas du tout, j'étais à 28, c'était pas bon du tout. Mais Peter Diamandis, Mark Iman, donc Functional Medicine, ils étaient à 98. Donc on voit bien que ceux qui appliquent des trucs de bien-être, a priori ça marche. Bon, à voir, à suivre si c'est vraiment pertinent. Et après l'idée c'est qu'ils vous aident sur votre nutrition, etc. Et puis ça, c'est justement le médecin qui est sorti de la NHS qui a découvert cette problématique. Donc il est capable de détecter des problèmes, je crois, d'arythmie cardiaque à travers la vibration de la voix. Donc ça aussi, il peut anticiper des crises cardiaques, etc., simplement en écoutant la voix des gens. Voilà, chose intéressante. Voilà, c'était riche, hein, il y avait plein d'informations, on a appris plein de trucs.
c'est pas que futuriste, il y a vraiment des choses qui se font, et la différence avec la France, c'est que les Ricains, eux, ils n'attendent pas que la CNIL leur donne l'autorisation, ou que l'État soit d'accord, ou que les médecins, ils y vont. Hein, donc ils ont lancé Arriveil, et je dirais Elf Nucleus, c'est vraiment, ça y est, c'est parti, on y va, quoi. Et donc c'est un peu la différence avec la France, ils verront les problèmes après. Nous on commence par se poser les problèmes. Donc c'est un peu moins, marche moins bien. Donc voilà, juste pour vous parler du Hacking FCamp rapidement, ça aura lieu du 16 au 19 mars, comme l'année dernière. Qui était présent cette année? Voilà, bon, ceux qui n'étaient pas présents, venez. Hein. C'est un super événement justement où on se retrouve tous ensemble. Eh bien, Lucien Nguelen sera là, donc c'est un des speakers de Exponential Medicine. J'espère en avoir 2-3 autres qui seront aussi d'Exponential Medicine qui seront là, qui viendront parler en partie de ces sujets-là, mais aussi d'autres sujets. Parce qu'avant le hackathon, on fait des conférences. Et puis pendant le hackathon, on viendra prototyper des innovations à partir de problèmes de terrain qu'on aura identifiés avec vous. On fait plein de workshops en amont. Donc si vous allez sur le site Hacking FCamp, vous avez une mailing list, vous pouvez vous y inscrire. En tout cas, si vous êtes là, normalement, c'est que vous êtes inscrit, puisque c'est à travers cette mailing list que je vous envoie les informations d'événements. Voilà, je vous remercie. J'espère que c'était intéressant. Et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est formidable parce qu'entre les outils prédictifs et puis la manipulation du génome, en fait, on pourra détecter ou construire les futurs Nobel ou les futurs médaillés olympiques. Alors, bon, ça c'est un vrai sujet, c'est-à-dire que le problème d'éthique, c'est que si avec CRISPR-Cas9 tu peux modifier le génome, effectivement enlever la partie qui prédomine à un cancer, pourquoi on ne te mettrait pas aussi la partie qui te prédomine à devenir prix Nobel? Donc voilà, c'est toute la question éthique qui se pose. On a le forum de bioéthique qui est ici, hein, qui se passe, c'est toutes les questions qui se posent un peu partout. Bon, même les Ricains ont bloqué le test sur le singe, hein, où ils ont modifié le génome pour qu'ils n'aient pas la maladie, quoi. Donc aujourd'hui, ça n'a pas été publié, etc. Donc ils sont aussi très vigilants par rapport à ça. Donc le print du génome, ça reste un sujet compliqué. J'espère pouvoir faire venir Emmanuelle Charpentier, elle est à Berlin. C'est elle qui a trouvé ça pour qu'elle vienne nous en parler et qu'elle nous dise justement comment ils vont arriver à faire en sorte, parce que c'est quand même révolutionnaire, hein, tu prends le génome de ton embryon et tu te dis, bon voilà, moi mon fils, je veux pas qu'il ait le cancer, je veux pas qu'il soit malade, c'est quand même bien, tu vois, et te dire, bon voilà, on peut faire ça. Mais on peut aussi faire d'autres choses. Donc comment on contrôle ça, c'est, voilà, les Ricains, ils n'en ont pas parlé. On y va, on va voir ce qu'on peut faire, et puis après, on verra les problèmes, quoi. A priori, en Chine, ils se posent encore moins de questions, puisqu'ils auraient déjà utilisé la méthode CRISPR pour éditer des embryons, pour leur enlever les gènes de l'hémophilie, pour rendre viables des embryons. Là, ce dont ils ont parlé, c'est les publications, je parle au conditionnel, ils auraient, mais... Ouais, là, ils partent cette année, officiellement, sur le cancer du poumon. Voilà, donc ça c'est officiel, c'est les chercheurs chinois, ils y vont. Merci beaucoup pour ta présentation, ça donne beaucoup de punch pour la suite, mais surtout, moi ça me donne vraiment le vertige. Bon, là, il y a vraiment beaucoup de choses, beaucoup de domaines abordés, et de domaines où ça fait moins peur, comme ceux de l'éducation à la santé, ce que tu as montré... apprentissage pour les orthopédistes et en 3D, tout ça, ça se fait pas trop peur. Par contre, dès qu'on touche, c'est le thème récurrent, hein, aux données patients et surtout tout le dossier médical, le génome et compagnie, ça commence à faire un peu peur. On pense à Bienvenue à Gattaca, on pense à beaucoup de films d'anticipation qu'on a pu voir là-dessus. Et surtout, moi je pense à une médecine à deux vitesses. Hein. Ceux qui sont capables d'accéder à ces technologies et ceux qui ne peuvent pas. Et ça me donne le vertige entre le gap qu'on a sur nos établissements de santé avec des systèmes d'information qui ne sont pas totalement à jour. Tu parlais de mise à jour. Hein. Je connais un établissement de santé pas trop loin d'ici, on est encore sur Internet Explorer 7. Et avec ces technologies vraiment de pointe, je ne sais pas si vous avez discuté de ça, de créer vraiment un monde, de créer deux mondes, hein, ceux qui sont en bonne santé avec ces technologies et ceux qui ne peuvent pas y accéder. Fatalement, tout le monde ne peut pas y accéder. La question a été posée à Peter Diamandis, qui est un peu... ouais, bon. Mais enfin, il ne l'a pas dit comme ça. Ce qu'il a dit, c'est que... ce qui est important, c'est qu'effectivement, si là, tu veux aller sur Elf Nucleus, donc c'est $2500
pour entrer dans bêta, simplement. Et après, c'est $500 par mois, je crois. Donc, c'est vraiment réservé voilà, c'est réservé Mais pour l'instant, ils sont en train de capter de la donnée. Et lui, son objectif, c'est de dire que si on arrive à prouver que le modèle est viable, notre modèle économique va aller vers le gratuit. C'est-à-dire que, comme Google, l'idée, c'est le maximum d'utilisateurs. Parce que plus on a d'utilisateurs, plus on a de données, et plus on peut créer de la valeur par rapport à ça. Ou réduire complètement le coût. C'est-à-dire, parce que si tu as 1 million d'utilisateurs qui payent 10 € par mois, c'est bon, tu fais tourner la boîte, quoi, tu vois. Donc, pour eux, c'est ça le modèle. Mais il faut commencer. Et donc, pour commencer, il faut des early adopters. Et les early adopters, c'est ceux qu'on checké pour l'instant. Si on va vers la gratuité, si c'est comme Google, c'est... le produit, ça devient la personne. Ouais, alors je pense pas qu'on ira sur la gratuité. Il y aura, mais il faut pas l'oublier. C'est-à-dire que après, c'est quoi le modèle économique? C'est-à-dire que il peut y avoir des modèles économiques gratuits vertueux. C'est peut-être toi le produit, tu donnes tes données, etc. Mais derrière, en fait, ils vont pas revendre tes données, mais ça va leur permettre de financer des recherches qui, elles, sont financées par des grands laboratoires et qui, du coup, disent, OK, nous, comment on fait pour faire la recherche? Nous, on vous offre un outil, on a un maximum de données. Par contre, vous n'y avez pas accès, on vous donne juste le résultat. Et quand tu as créé ce lien de confiance, parce qu'en fait, tout va se jouer sur la confiance, et c'était ça qu'il disait, c'est la confiance entre ton entreprise et tes utilisateurs. Si tu leur rends un service qui est à la hauteur de ce qu'ils attendent, que tu fais bien attention à toutes leurs exigences, ils vont te faire confiance. Et s'ils te font confiance, ils vont te donner toutes les données. Et après, à toi de trouver le modèle économique qui leur sied. Et c'est aujourd'hui ce qui se passe avec Google. Je veux dire, les gens font confiance à Google parce que aujourd'hui, il leur rend un super service et que c'est vraiment efficace et qu'on voit bien que Google ne revend pas les données. Moi, c'est souvent ce que je dis. Je veux dire, les mecs, ils me disent « Ouais, Google va nous piquer les données ». Non, le jour où Google prend vos données et les vend à un assureur, c'est fini. Le modèle économique s'écroule. Et si vous regardez ce qui s'est passé avec Prism quand Edward Snowden a dit ce qui s'était passé avec la NSA, Larry Page a écrit un truc en disant voilà, on nous a obligés, c'est l'État qui leur enlevait des licences, enfin c'était des menaces, quoi. Et ils ont été obligés d'ouvrir pour l'État. Ils l'ont avoué, du coup ils ont pu l'avouer avec Edward Snowden, il a dit maintenant on ferme et tout, etc. C'était dramatique pour eux, tu vois, parce que c'est la destruction du modèle économique de Google, ça. De dire que c'est ouvert à d'autres acteurs. Donc heureusement, ils ont pu, grâce à Snowden, dire maintenant, voilà, on ne le fait pas, etc. Maintenant, je pense qu'ils sont peut-être encore toujours obligés de le faire, parce que c'est la réglementation américaine, etc. Mais bon, après, c'est quelle confiance tu as dans Peter Diamandis avec Ellen Duflegeus, avec Harry Veil de Leroy Hood. Voilà, c'est de trouver, c'est à eux d'avoir ta confiance. S'ils n'ont pas ta confiance, ils n'auront pas le modèle économique et ils n'arriveront pas à fonctionner. Vous avez parlé du cas de Theranos, parce que là, c'est un abus de confiance majeur, quoi. Et finalement, aussi, on peut se poser la question sur la transparence des algorithmes, parce que Google, on ne sait pas toujours finalement, et pourquoi telle page est là et pas telle. Alors, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que c'est un vrai sujet. Alors, sur Theranos, donc pour ceux qui ne connaissent pas Theranos, hein, c'est une nana qui a développé un système qui est capable d'analyser dans une goutte de sang un ensemble de facteurs biologiques et qui permet de réduire le coût de prise justement de tests sanguins et qui peut se faire un peu n'importe où, voire à terme chez soi. Le problème qu'il y a eu, c'est qu'en fait, ils se sont aperçus que sa technique d'analyse était pas bonne, quoi. Elle renvoyait des faux résultats. Ce qui est assez dingue, en fait, c'est comment des investisseurs ont pu mettre autant d'argent, a été valorisé à des milliards, hein, un peu descendu, quoi. Comment des investisseurs ont pu mettre autant d'argent sans avoir la garantie scientifique que ce qu'elle faisait était bon. Et bon, ça c'est typique des VC, hein. Ils trouvent que c'est sympa, ils se disent bon allez, il faut investir, ils disent bon. Finalement les VC, ils n'y connaissent rien, quoi. Donc il faut se méfier, c'est vrai qu'il faut se méfier. Là j'étais assez impressionné quand même qu'on en arrive là à ce niveau où elle était. Maintenant, bien sûr c'est une start-up, elle est en train de se chercher, effectivement il y a peut-être des choses encore à développer. Le concept reste quand même très intéressant. Donc comment on va aller plus loin par rapport à ça? Le défi des Américains, c'est que contrairement à nous, d'abord ils vendent du rêve pour collecter des fonds et après seulement ils font la recherche. Et au moins ça marche. Et c'est le principe du Lean Startup si tu regardes, hein. C'est fake it before make it. Alors là je trouve un peu exagéré, mais bon.
moi, j'utilise beaucoup cette technique pour développer des projets et ça marche. Et c'est vrai que c'est là que tu trouves ton modèle économique. Tu vois que si c'est viable et quand c'est viable, tu dis bon bah ok, maintenant on le structure, on le développe. Et c'est là où il faut que tu trouves des fonds et il faut que tu te développes très vite. Et pour être capable justement de mettre les ingénieurs, tous les chercheurs et pour valider ton modèle. Il y a un juste milieu à trouver entre l'excès américain et les barrières françaises qui permettraient de faire développer des innovations de manière plus rapide. Parce que ça reste quand même le bon modèle. Savoir si tu as un modèle économique et ensuite y aller. Quoi. Il y en a d'autres où ils ont fait l'inverse et puis finalement ils n'ont pas de modèle économique. J'en citerai pas, mais j'en connais sur le territoire là, à Strasbourg. Quoi. Voilà, donc, des années de recherche, un super produit, pas de modèle économique, et puis ça traîne à se développer alors que c'est fantastique la technologie. Quoi. Voilà. Petite question juste. Pour le chatbot médical, typiquement, c'est intéressant, YourMD, mais quid de la responsabilité? C'est sympa d'avoir une intelligence artificielle qui répond à ce genre de questions, mais si elle fait une erreur, je veux dire, ça devient compliqué. Donc tu le téléchargeras, hein, c'est téléchargeable, tu verras. Bon, c'est gentil, hein. Pour l'instant, c'est gentil. Donc voilà, on en est là. Et je pense que, comme Leroy disait, je veux dire, le lien humain restera. Bon, il y a des métiers qui vont disparaître. Le radiologue, bon, c'est fini. Voilà. Dites surtout pas à vos enfants de devenir radiologue, c'est terminé. Lui, il ne va plus y avoir que des radiologues stratèges, c'est-à-dire des gens qui vont alimenter un moteur d'intelligence artificielle basé sur les images et qui vont mettre en place les règles. Mais sinon, ils vont... Voilà, le boulot du radiologue, c'est fini, c'est mort. Par contre, le boulot du médecin, d'accompagner, etc., ça a toujours un impact. Donc même si on va avoir des premières réponses avec ces intelligences artificielles, elle ne va jamais dire c'est ça que vous devez faire. Elle va donner des tendances, elle va donner des approximations, etc. Voilà. Mais c'est le médecin qui, à travers l'ensemble de ces informations-là, va choisir la stratégie de traitement, d'accompagnement qui va être la plus adaptée. Et ce qui va être très intéressant, et c'est ça qui va changer dans le métier du médecin, c'est que du coup, il va être celui qui va alimenter le moteur d'intelligence artificielle. C'est qu'il va choisir une stratégie, et en fonction de cette stratégie, il va récupérer des paramètres, et il va être capable de dire ça a marché, ça n'a pas marché, et le moteur enregistre. Et il apprend, il apprend, il apprend, il apprend. Et c'est là où l'exponentialité va arriver. Du coup, dans ce que tu présentes, est-ce que le problème fondamental, c'est pas un problème technique, hein? J'ai l'impression que tous les possibles sont ouverts, que ce soit au niveau informatique, computationnel, que ce soit au niveau de la génomique et compagnie. Les problèmes, c'est plus des freins éthiques, des freins de conception, des freins économiques, la capacité à se lancer en tant qu'entreprise, plus que des freins techniques. Hein. Ouais, alors il y a quand même des freins techniques. Je veux dire, le microbiome, quand le mec te dit que c'est plus important que cataloguer les étoiles dans l'univers, bon, même si le coût du stockage n'est pas cher et que le process va vite, il y a quand même vachement d'informations. Donc l'analyse du microbiome, on n'en est qu'au début, l'analyse du génome, on n'en est qu'à 1%, etc. Et je pense que, je ne suis pas fort en microbiologie, mais je pense aussi que CRISPR-Cas9, c'est pas non plus le truc que tu files à l'adolescent qui te dit tiens, je vais bricoler les gènes, tu vois. Donc il y a quand même techniquement des coûts importants, etc. Donc il y a encore quelques barrières techniques, mais qui ne sont pas insurmontables. Par contre, c'est vrai qu'il y a des vraies discussions à mener sur qu'est-ce que doivent faire des algorithmes d'intelligence artificielle, quelles données on va laisser rentrer dans ces moteurs, toutes. Est-ce qu'il faut mettre toutes les données? Est-ce qu'on doit les limiter? Tout ça, c'est des questions qui doivent se poser, mais qui sont très liées à des problèmes politiques, je dirais, d'État, de gens qu'il faut qu'ils se parlent entre eux. Là, maintenant, c'est une échelle globalisée. Donc, si tu veux, quand ce genre de choses va démarrer en Chine ou aux États-Unis, que les Français disent non, 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 il ne faut pas le faire, bon, bah, ok, on s'en fout, quoi. Donc, il faut arriver à ce que le G20 se mette d'accord. Enfin, voilà. C'est effectivement des sujets qui... Là, ils n'ont pas balayé, mais ils ont dit effectivement, c'est un problème sur lequel il va falloir travailler. On est ouvert à la discussion. Il y en a un qui disait justement qu'il faut vulgariser tout ça, c'est-à-dire qu'il disait que ce que je suis en train de faire, il faut le faire de plus en plus pour que les gens soient au courant que ces technologies-là vont arriver, pour qu'ils s'en empèrent et qui justement aillent voir les politiques en disant nous, on est prêts à faire ça, etc. Et que les politiques, à ce moment-là, mettent en place les barrières au bon moment, au bon endroit. Voilà. Et donc, c'est la vulgarisation de toutes ces technologies pour comprendre l'impact qu'elles peuvent avoir sur les gens, positif et négatif, pour qu'eux-mêmes puissent se prononcer, en fait. C'est vrai qu'on
on a quand même la barrière technique, ok. Nous travaillons dans un établissement sur Strasbourg, une maison de retraite. On a un peu l'impression de travailler dans la préhistoire de la santé. Hein. On a à peu près, au niveau de la technologie, on est à peu près au même âge que nos présidents. Parce que quand on voit qu'on a certains collègues qui ont du mal à rien que de se dire qu'on va avoir un dossier informatique, voilà, c'est compliqué, et puis qu'on n'a absolument aucun lien avec l'hôpital, alors que techniquement ça serait faisable d'avoir des données partagées avec l'hôpital. On n'a absolument aucun lien, actuellement c'est du papier et généralement ça passe jamais par des urgences parce que dans le service on ne retrouve jamais le dossier. Voilà, donc du coup c'est vrai que quand on voit ce qui existe aujourd'hui et ce qui est réellement sur le terrain, il y a quand même un sacré fossé. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sur le dossier médical, on n'est pas en retard par rapport aux Américains. Il y a un vrai sujet aussi de numérisation. En fait, c'est des grosses. L'hôpital est le deuxième système le plus complexe après les centrales nucléaires. Donc en termes de complexité, c'est extrêmement important. Et c'est aussi un lieu qui emploie énormément de gens. C'est 70% du coût d'un hôpital, c'est les hommes. Et donc ça, c'est un facteur majeur de ralentissement de la prise d'innovation. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un hôpital, son rôle numéro 1, c'est le soin. Et donc finalement, quand tu arrives avec des technologies de dossier médical, c'est pas direct pour soigner. C'est pour ça que dans un hôpital, tu peux avoir un robot chirurgical hyper innovant et un truc tout pourri pour prendre le dossier médical. Voilà. Et ben c'est lié à tous ces facteurs-là. Alors ça va évoluer, ça va changer parce que, moi ça fait partie de mon travail chez L-Factory. On a intervenu au CHU de Lille, qui sont aussi hyper archaïques, etc. Justement pour les amener dans des démarches d'innovation. On travaille sur un système de surtraitance, qu'on appelle de surtraitance avec ces hôpitaux. C'est-à-dire, en fait, ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont capté aujourd'hui un patrimoine très fort de données, qui pourraient mettre à disposition, comme eux, ils ne sont pas capables de les exploiter, parce qu'en fait, ils ne savent pas faire. Ce que je leur dis, c'est finalement, mettez vos données à disposition, et puis moi, je vais vous trouver des petits gars super géniaux qui vont vous faire des trucs super avec ça. Et alors, ça ne veut pas dire qu'on va ouvrir les données en open data, ça veut dire qu'en fait, je vais prendre ces gars-là, je vais leur dire, vous allez passer 15 jours, 1 mois, 6 mois dans l'hôpital, on va vous mettre une petite salle, et puis vous allez bricoler les données et faire des trucs avec. Et là, il y a un vrai enjeu d'innovation. Les hôpitaux doivent s'ouvrir à ces approches-là d'innovation pour qu'on voit émerger. Parce que ce n'est pas les acteurs actuels, parce que les acteurs actuels sont des gros acteurs ou des petits acteurs qui sont embourbés dans des mécaniques d'appel d'offres, de maintenance, qui fait que pour faire évoluer leurs produits, ça leur coûte trop cher par rapport à ce que leur payent les hôpitaux pour faire vivre leurs produits. Donc tu ne peux rien attendre de ces éditeurs de logiciels. Ils n'y arrivent pas. C'est mécaniquement pas possible en termes de... Il faudrait qu'ils soient investis, il faudrait qu'ils aient une vraie vision, une vraie stratégie. Et en fait, cette stratégie, elle passe par le travail sur le terrain, de capter la donnée de l'hôpital pour en créer de la valeur. Il y a vraiment beaucoup de valeur à prendre dans l'hôpital. Et tous ces acteurs-là dont on parle, ce qui les intéresse, c'est justement d'aller capter cette valeur. Typiquement, à Reveil, Health Nucleus, ils veulent se brancher sur les hôpitaux pour récupérer les dossiers médicaux. Et ce qu'ils veulent, c'est les récupérer dans des données structurées, etc. Donc, c'est typiquement peut-être les acteurs de demain qui vont financer les hôpitaux pour qu'ils évoluent. Tu vois. Donc, ça va arriver. Ça va prendre un peu de temps. Oh oui, quand on voit qu'on est 10 infirmiers et que sur les 10 infirmiers, on est 2 à être un petit peu intéressés sur le domaine, et que là on est en train de de changer de logiciel pour le dossier unique du patient justement, et que sur les 10, voilà. C'est compliqué. Alors, c'est partout pareil dans le monde. Voilà. C'est partout pareil dans le monde. Mais justement, c'est pour ça qu'on fait Hacking Health, c'est pour ça que j'interviens dans les hôpitaux, pour que ça commence à changer et que les hôpitaux réorientent leurs investissements aussi dans l'exploitation. C'est-à-dire qu'ils ont beaucoup de mal à prendre des solutions en ligne. Parce que dans leur truc budgétaire, ça ne marche pas, il faut qu'ils investissent, donc ils achètent des produits. Et je leur dis, le problème, c'est que le numérique, ça ne s'achète pas sur étagère. Puisqu'en fait, c'est en train de transformer vos organisations, donc personne ne peut vous vendre un produit qui va fonctionner pendant 50 ans, ce n'est pas possible. Le produit que vous allez mettre en œuvre, il va transformer votre organisation, et une fois qu'il aura transformé, il sera obsolète. Donc du coup, ça ne va plus marcher. Il faut que le produit, lui, soit capable d'évoluer au même temps que... Et donc la sélection est compliquée. Donc ce que je dis aux hôpitaux et tous les acteurs, c'est en fait d'aller dans des approches beaucoup plus lean, qu'on appelle lean, d'adaptation à l'innovation, où ils doivent prendre des acteurs peut-être plus petits, peut-être plus risqués, mais dans lesquels ils co-construisent, et c'est tout l'esprit de Hacking Health aussi, qui co-construisent les outils de demain. Et je pense que les acteurs qui vont aider à ça, c'est aussi ceux qui s'investissent directement avec l'utilisateur.
avec le patient. Parce que eux, du coup, ils vont arriver à gérer des modèles économiques où ils vont avoir assez d'argent demain pour aider l'hôpital à se transformer. Si ce n'est en France n'est pas ce sacro-saint du dossier médical où finalement, d'abord les médecins, je parle des infirmiers, mais je pense que je ne suis pas du tout médecin, mais je les ai pratiqués. Et je pense qu'ils sont. Non, mais je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais c'est vrai que ce n'est pas les plus progressistes là-dessus. Voilà, donc par rapport aux infirmiers, je pense que les infirmiers avancent plus vite que le corps médical. Et surtout, il y a le secret médical qui fait que les médecins ne sont pas très partageux et nous avons une réglementation qui ne facilite pas le partage des données médicales. Ouais, mais ces gens-là, on ne les attendra pas, hein, ça c'est sûr. Non, mais je veux dire, tu as une problématique réglementaire juridique. Je parle aujourd'hui en France. Ouais, enfin, et encore, elle se contourne. Hein. Et le nucléus, tu peux y aller. Demain, tu peux séquencer ton génome, tu as le droit, c'est parti. Hein. Ils y sont, ça a démarré là. Dans un précédent Keynote Café où c'est tout à fait interdit de faire quoi que ce soit, par contre tout le monde prend les clés USB, s'envoie par SMS les informations patients. Après ça c'est la réalité du terrain. Mais... Il faut que ça vienne du patient de toute façon, ça ne viendra pas des institutions, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est que c'est le patient qui forcera le médecin à partager ses propres données. Je ne sais pas si je suis clair quand je m'exprime. Mais... Le patient n'est pas au médecin, contrairement à ce qu'on peut croire. Oui. D'ailleurs, elles appartiennent à personne puisque c'est comme un organe dans la loi. Enfin bon, ce qui est important, c'est ce que disait Vinod Khosla. Vinod Khosla, c'est le plus grand investisseur au monde dans la santé. Hein. Il y a un portefeuille d'1 milliard de startups. Il disait, quand la question lui a été posée, bah oui, mais comment ça va, comment on passe à l'action, c'était beaucoup la question, comment on scale, etc. Il disait le frein, et c'est ce que tu disais, c'est le frein psychologique. C'est-à-dire qu'on a une transformation mentale sur la vision qu'on a de la santé aujourd'hui, qui dans 20 ans sera plus du tout celle-là, totalement transformée. Et ça, eh ben, c'est un retournement de cerveau, quoi, vraiment, et à tous les niveaux, pour les patients comme pour les médecins. Quand on parle télémédecine à la maison de retraite, on a l'impression de leur parler de nous aller sur la Lune, hein, parce que là, la télémédecine, ça résout pas. Ça résout pas, mais c'est vrai que ça aide pour certaines choses, et c'est vrai que, mais rien que de parler de télémédecine, ça a l'impression que, voilà. On a la chance d'avoir une nouvelle directrice qui a tendance à être un petit peu justement c'était un petit peu dans cette dynamique de vouloir un peu faire bouger les choses, mais c'est compliqué d'entraîner tout le monde. Hein. C'est clair. Oui, et puis tu as aussi une vision assez hospitalo-centrée, parce que je veux dire, le patient, son parcours de santé, son parcours de vie, l'hôpital, on espère que c'est à très court moment. Il y a tout le côté aussi travail de santé libéral et son proximité, où là, je dirais, si l'hôpital ou les institutions c'est compliqué, là c'est le no man's land. Encore une fois, là j'ai eu une réunion avec les pôles santé du canton à Strasbourg pour discuter avec un pharmacien, ce qu'on peut faire ensemble. La réponse des médecins c'était mon dossier médical, c'est mon dossier, quoi. Je ne partage pas, personne ne met son nez dedans. La notion de parcours, c'est très important ce que tu dis, et il y a un facteur fort, c'est justement quand ils font la comparaison avec la voiture autonome, ils disent que ce qui va se transformer dans le monde du transport, c'est que demain, tous ceux qui vendent des voitures sont morts, ceux qui vont sortir du lot, c'est ceux qui vendent des parcours. Des parcours pas que de santé sera un des parcours, mais pas que. Et en fait, tu vas vendre un service de parcours qui va t'emmener à un point A, à un point B, et qui va te rendre un service. Et je pense que ça, c'est un vrai sujet de transformation de la santé. Quand on dit que voilà, et ça, c'est un facteur qui va transformer la santé. La voiture autonome va transformer la santé aussi par ce paradigme-là. C'est-à-dire qu'on va beaucoup plus parler de parcours que de dossier médical ou de médecin. On va se centrer sur le patient et son environnement et son parcours. Et est-ce qu'il y a eu des exemples de start-up full stack en santé? C'est-à-dire pour changer l'hôpital et pour le mettre à jour, il faut faire comme Tesla et repartir de zéro, quoi. Non, il n'y avait pas effectivement un hôpital qui ferait Elf Nucleus, le génome, etc. Non, il y a pas. Mais l'hôpital va disparaître, il a dit, donc c'est pas la peine. Un hôpital comme ça, mais qui reprend vraiment tout en compte. Mais c'est pas impossible que d'ici 5 ou 10 ans, on voit un acteur qui en a marre et qui se dit ok, maintenant il faut tout faire. Oui, mais pour faire Tesla, il faut de l'argent déjà. Je veux dire, il n'a pas fait Tesla, Elon Musk, il n'a pas fait Tesla tout de suite. Il a fait Tesla après avoir eu les fonds nécessaires. Il faut déjà être Elon Musk pour lancer Tesla. Voilà, oui, il faut déjà être... Et avant ça, il faut avoir fait un annuaire en ligne, il faut avoir fait PayPal, il faut avoir fait... Ouais, mais après, c'est de la médecine. Oui, non, mais... Qui est mieux gérée fera plus d'argent. Oui, non, mais je suis complètement d'accord. Mais en gros, il faudra déjà avoir des startups comme celles qu'on présente là qui ont réussi pour qu'il y ait des Elon Musk qui arrivent. Ouais, peut-être.
Vous parliez tout à l'heure de nouvelles professions, de professions qui seraient amenées à disparaître suite aux évolutions de la médecine, mais je pensais aussi que ça pourrait éventuellement pallier à certains manquements. Par exemple, les médecins, je ne veux pas qu'on ne retrouve pas dans les campagnes parce que personne ne veut y aller. Le fait de robotiser les médecins et d'en faire des coachs, finalement, ça permettrait d'avoir des robots dans certains villages, désertés, pour justement que les personnes aient accès. Ça, c'est le vrai paradigme que les gens ne voient pas. C'est-à-dire que quand on dit le numérique détruit de l'emploi, il en recrée aussi. Le problème qu'on a, c'est que les métiers qu'il recrée ne sont pas les mêmes compétences. Et donc, il faut, dans la formation, il faut gérer cette transformation. 45% des métiers aux États-Unis, qu'on dit intermédiaires, les emplois intermédiaires, ont disparu dans les 10 dernières années. En gros, c'est des emplois de secrétaire. Voilà, comment tu prends une secrétaire et tu dis, bah, maintenant, tu ne vas plus faire secrétaire, tu vas faire autre chose, qui a du sens, qui est plus quelque chose qui est en lien avec les gens, qui est beaucoup plus social, parce que finalement, ce que ne fait pas la machine, c'est le lien social, c'est l'humain, l'interaction physique, etc., qui est inhérent à la vie humaine, et qui a une importance majeure, et qu'on souvent met de côté parce que il faut faire de la paperasse à la place. Et donc ça va de plus en plus se développer, mais il faut gérer la transition. Et c'est un casse-tête pour les politiques. Mais c'est pas nouveau ça, enfin je sais pas, moi qui suis issu de la économie, ce modèle 20 fois, inconnu 20 fois dans le cycle de l'humanité. Ça a fait des souffrances, ça a fait des Alstom avec des gens qui font la grève, mais voilà, ces gens-là doivent se transformer. Ce qu'il faut, c'est le préparer, l'anticiper. Notre rôle ici aussi, c'est que les gens en prennent conscience et se préparent à la suite. Merci à tous, à bientôt.